Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous trimestriel sur les leviers français et européens à activer pour financer votre innovation. Nous vous remercions d'être toujours aussi nombreux pour ce rendez-vous et vous proposons de commencer par un aperçu des prochains événements. Vous pourrez avoir donc le détail de ces événements en cliquant sur chaque vignette, sur la slide qui va apparaître à l'écran. Patrice, s'il te plaît. Super, merci. Le 6 février, donc ce vendredi, vous pourrez assister à un webtech sur la souveraineté technologique, donc webinaire en ligne. Le 12 février, nous organisons un autre webinaire sur la transition écologique cette fois-ci, sur le référentiel général d'éco-conception des services numériques. Le 26 mars, vous pourrez nous retrouver sur Sophia Antipolis autour d'une conférence Deep Tech sur la microélectronique. Du 30 mars au 2 avril, nous serons présents, donc Actantis sera présent sur le Salon Global Industrie avec des membres de chez nous, donc sur Paris, cet événement. Le 9 avril, vous pourrez également nous retrouver autour d'une rencontre IA avec le pôle mer sur Toulon. Et enfin, pour le 9 juin, nous organisons une conférence sur le quantique à Marseille. Donc, vous pourrez avoir tous les détails de ces événements sur notre site web, donc actantis.com. Un petit point sur les modalités techniques avant de démarrer ce webinaire, sur la slide suivante. Par défaut, les micros et les caméras des participants sont coupés pour permettre le confort de tous. Nous vous inviterons à poser vos questions via le module questions. Les questions sur le chat en fait, ne seront pas traitées, donc pensez bien à les indiquer dans le module questions sur le tableau de bord. Chaque intervenant y répondra à la fin de son intervention. Le replay sera disponible dans quelques jours sur notre site web, ainsi que les slides vous seront communiqués par mail dans l'après-midi. Et à la fin du webinaire, nous vous invitons à compléter une enquête assez rapide de satisfaction qui nous permettra de nous améliorer pour les prochaines interventions. Donc pour ces 2 heures que nous allons passer ensemble, nous vous proposons de vous présenter le principe du financement de vos projets de R&D ainsi que la labellisation Actantis, avec un focus sur une vision très large des appels à projets en cours français et européens sur lesquels Actantis propose de vous accompagner. Donc, c'est une liste non exhaustive, bien entendu. Donc, sur ces parties-là, nous accueillerons donc Patrice Bendahan, responsable innovation chez Actantis pour la partie français, appel à projets français, et Marielle Campanella, responsable des projets européens chez Actantis également. L'INRIA, ensuite également une présentation d'une opportunité pour des projets d'intelligence artificielle et de robotique, donc un dispositif qui s'appelle AgriFoodTech. Donc nous accueillerons Philippe Martinet. Et pour finir, on ne pouvait pas faire meilleur timing puisque le projet de loi de finances a été adopté donc hier. F Initiative clôturera ce webinaire donc avec ce sujet d'actualité. Et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent webinaire. Patrice, je te passe la main. Merci Nadjira. On m'a présenté, donc Patrice Bendahan, responsable du programme européen Move to Digital au sein du pôle Actantis, et depuis quelques semaines, je participe au département innovation du pôle avec Gérard et Martinez et Nadjira. Donc, je vais vous présenter différentes choses qui vont répondre à la question comment financer et labelliser vos projets de R&D. Donc, je vais commencer par vous présenter ce qu'est le programme France 2030. C'est un programme qui a été lancé en 2021 avec une ambition forte et claire qui était de renforcer la compétitivité industrielle et technologique de la France. Il repose sur 2 grands piliers, l'innovation et l'industrialisation. Sur le volet innovation, on peut voir 2 logiques en fait. La première est l'innovation dirigée. Elle cible plutôt des secteurs stratégiques qui ont été définis au niveau national et parfois régional. L'objectif de cette logique est d'orienter les financements vers des domaines considérés comme prioritaires par l'État pour la souveraineté technologique et industrielle. La seconde logique est orientée sur de l'innovation structurelle. Alors, il ne s'agit pas ici de thématiques imposées, mais plutôt d'un soutien assez transversal à la R&D des entreprises, quel que soit le secteur, dès lors que le projet présente un caractère innovant solide. Et on reviendra plus tard sur qu'est-ce qu'un projet à caractère innovant. Le second grand pilier concerne l'industrialisation et le soutien aux filières. Là, il ne s'agit plus seulement de développer une technologie, mais plutôt de la transformer en capacité de production,
de création de lignes industrielles, d'implantation de sites, de montée en capacité en fait, industrielle. Donc, pour notre écosystème plutôt numérique qui a au sein du pôle, microélectronique, IoT, IA, cloud, cybersécurité, cela signifie qu'on peut être accompagné à toutes les étapes, de la recherche jusqu'à la mise en production. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plusieurs projets sur lesquels les membres en général Atlantis peuvent venir se positionner. Donc, l'industrialisation, elle, n'est donc pas opposée à l'innovation, hein, c'est vraiment son prolongement naturel. Une innovation, puis après une industrialisation. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les stratégies nationales d'accélération? Ces stratégies nationales d'accélération définissent le périmètre de l'innovation dirigée, que je viens de présenter juste au préalable. Il en existe une vingtaine, couvrant des domaines stratégiques, donc cybersécurité, technologie quantique, hydrogène, santé numérique, intelligence artificielle, cloud, 5G électronique, etc. Ces stratégies permettent d'aligner les financements publics avec les priorités industrielles du pays. Dans l'écosystème Atlantis, nous sommes positionnés sur un nombre important de ces thématiques, comme je viens de le dire au préalable, cybersécurité, post-quantique, IA, cloud, réseau, santé numérique. Et donc, on voit que le numérique est assez transverse, c'est ce qui est intéressant. On le retrouve à la fois dans les bâtiments intelligents également, les smart grids, l'IoT industriel, la mobilité, l'énergie. Ça signifie en fait qu'un projet numérique peut être éligible à plusieurs cadres stratégiques différents. Donc, comprendre ces stratégies est essentiel pour un porteur de projet, pour une entreprise. Il faut que le projet soit bien aligné avec une stratégie nationale. Et ça, si on est bien aligné avec une stratégie nationale, ça va augmenter fortement les chances d'être retenu et financé. Alors, qu'est-ce qu'un projet finançable, justement? Un projet finançable répond à plusieurs critères fondamentaux. D'abord, il doit répondre à un besoin de marché clairement identifié. L'innovation seule ne suffit pas. Il faut démontrer qu'il y a une débouchée économique crédible. Ensuite, le projet, il faut qu'il ait un caractère innovant réel. Cela implique l'existence de verrous à lever, des verrous technologiques, scientifiques, industriels, mais également business. On verra qu'on peut également répondre à des projets, des innovations qui vont lever des accès au marché, et plutôt que de répondre à une spécificité purement technologique. Par contre, un projet d'ingénierie classique, sans incertitude technique, aura peu de chances d'être soutenu. Donc, il faut également noter que le programme qui va être présenté, il faut qu'il y ait une cohérence avec la feuille de route stratégique de l'entreprise. Le financeur, lui, doit comprendre que ce projet est structurant pour le développement de l'entreprise. En fait, on parle d'incitativité de l'aide. En quoi l'aide publique va permettre à l'entreprise d'aller plus vite, plus loin, plus fort, d'acquérir des nouvelles parts de marché, de faire monter en compétences en interne les ressources humaines, etc., d'améliorer sa capacité à être résilient, sa capacité à être fort sur le marché. Ensuite, il y a la partie viabilité financière. Elle est centrale également. L'aide publique finance une partie du projet, mais l'entreprise doit montrer sa capacité à assurer son autofinancement, c'est-à-dire les restes à charge, ou en tout cas la partie qui n'est pas financée par l'aide publique. Il faut qu'il y ait une capacité forte à pouvoir financer l'autre partie. Enfin, aussi également très important, c'est l'impact économique qui est déterminant. Le chiffre d'affaires prévisionnel, forcément, la création d'emplois sur la partie nationale. Est-ce que ça contribue à une filière stratégique? Voilà. Donc, en tant que pôle de compétitivité, nous, on peut intervenir sur la labellisation qui va, elle, permettre d'optimiser les chances d'être financé, d'avoir un projet financé par justement les différents appels à projets qu'on va vous présenter. Ici, cette slide a pour but de vous présenter ce qu'on appelle la chaîne d'innovation, les TRL. Donc, les TRL, ça veut dire Technology Readiness Level. C'est un peu la maturité technologique d'un projet. Ça va se mesurer via cette échelle-là. Chaque appel à projet se précise le TRL attendu, ou en tout cas le range de TRL attendu. Ce fameux range de TRL, c'est-à-dire je démarre de TRL 2 à TRL 5, c'est ça qu'on va appeler la chaîne d'innovation. Un point important, il faut rester crédible. C'est-à-dire que, bon, il est illusoire de penser qu'un appel à projet va financer un TRL 1 à 9, même si l'objectif d'une entreprise, c'est forcément d'arriver à l'industrialisation puis la commercialisation d'un produit. Un appel à projet peut venir uniquement répondre à une amélioration, une élévation du niveau de TRL. Par exemple, vous démarrez avec un TRL 4, avec une validation en laboratoire, et l'objectif est d'atteindre un TRL 7, qui est un prototype démontré en environnement opérationnel. Il y a des appels à projets qui vont permettre
de financer tout ou partie cet objectif. Donc, il est essentiel d'expliquer clairement où on en est, où le projet en est à l'instant T, avant d'être financé, ce qu'on va réaliser pendant le projet et où on en sera à l'issue du projet. Donc, il faut vraiment une cohérence technologique et c'est ça qui est le critère clé d'évaluation pour les financeurs. Et donc là, on va parler de caractère innovant. Donc, c'est ce qui va permettre d'apporter de la crédibilité et de retenir un projet par rapport aux attentes des appels à projets. Donc, l'innovation ne se limite pas à l'innovation technologique, ce que je disais un peu au préalable. On va pouvoir être sur différents types d'innovation. D'innovation de produits, donc ça, c'est un peu initialement ce que tout le monde attend, mais c'est une innovation de produits ou de services. Ça peut être également une innovation de procédés, une innovation organisationnelle, une innovation au niveau du modèle économique ou une innovation sociale. Dans l'écosystème numérique, l'innovation technologique est souvent centrale, mais elle peut être combinée à d'autres formes d'innovation au final. Il est important de ne pas s'auto-censurer, d'être confiant dans son projet, parce que même si on a le sentiment de ne pas avoir un caractère innovant trop important technologique, on peut quand même être assez innovant pour entrer dans une de ces cases-là. Il y a deux types d'échelles d'intensité en termes de caractère d'innovation. On parle d'innovation incrémentale, ça veut dire qu'on va améliorer significativement la performance d'un produit, d'un service, en réduisant, par exemple, de la consommation énergétique, de la baisse d'empreinte carbone. Donc, on voit qu'on n'est pas sur une innovation purement technologique, mais on va répondre à des objectifs souverains de l'entreprise. Elle peut être aussi radicale, c'est ce qu'on appelle la rupture technologique qui va créer un nouveau marché. Donc ça, c'est en général le Graal au niveau des appels à projets, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie rupture, mais il ne faut pas se contenter de ça. Les financeurs en général apprécient les ruptures, mais ils financent aussi des innovations incrémentales à fort impact économique ou environnemental. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder la typologie d'innovation que l'on a. Et forcément, on peut arriver à rentrer dans une de ces cases-là, même si on n'a pas une innovation de rupture. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est la capacité à démontrer la valeur ajoutée par rapport à l'état de l'art, que ce soit en innovation incrémentale ou radicale. J'avance. Quelques points importants. Alors, plusieurs points structurants doivent être anticipés. Déjà, lorsque un financeur apporte son soutien financier, il souhaite que la partie des dépenses financées seront réalisées en France, avec des ressources sous contrat local. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être au sein de l'entreprise, il y a du travail distanciel, etc. Mais en tout cas, l'objectif de l'aide publique est de créer de la valeur et de l'emploi sur le territoire. Deuxièmement, l'aide publique est complémentaire aux dispositifs fiscaux comme le CIR ou le C2I. Alors ça, si vous êtes un peu au courant de tout ça, c'est en général, chaque fin d'année, on va déclarer les travaux de R&D dans un rescrit qui va définir où le CIR, le crédit d'impôt recherche, ou le C2I. Et en fait, on va venir défalquer de ce montant demandé les aides publiques qui ont été obtenues. Et ça, ce qui veut dire, c'est que le reste qui n'a pas été financé par l'aide publique peut rentrer dans l'assiette du crédit d'impôt recherche ou innovation pour pouvoir avoir 20 ou 30% de crédit d'impôt sur ces montants. Troisièmement, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais la capacité d'autofinancement est essentielle. En général, c'est 1 euro d'aide publique nécessite 1 euro de fonds propres mobilisables. Enfin, l'entreprise aussi doit être considérée comme saine au sens européen. Pour les entreprises de plus de 3 ans, les pertes ne doivent pas excéder la moitié des capitaux propres. Donc, ces éléments-là sont souvent déterminants en phase d'instruction et le rôle du pôle, c'est justement de regarder tous ces paramètres-là initialement quand on va vous orienter, vous accompagner sur quel est le bon projet. On va regarder l'état financier de votre entreprise pour savoir si déjà tous ces points importants sont cochés. Et comme ça, vous pouvez directement être serein sur les types d'appels à projets sur lesquels vous pouvez vous positionner. Donc, ce slide a pour but un peu de présenter les différents dispositifs en fonction des TRL, donc de la chaîne d'innovation, de la maturité technologique.
Les TRL faibles, en général, correspondent à la recherche en amont, sont généralement couverts par les ANR. Les TRL intermédiaires et élevés restent plutôt des dispositifs de BPI France ou France 2030, incluant parfois des phases de pré-industrialisation. Certains appels sont accessibles en individuel, d'autres sont uniquement collaboratifs, ça va dépendre. On va les présenter dans les slides de tout à l'heure. Les choix du bon dispositif dépendent de votre TRL de départ, de votre ambition technologique, de votre capacité financière, de votre stratégie partenariale. D'où l'importance d'anticiper. Voilà, pour répondre à un appel à projet, il faut prendre le temps justement de bien le classifier. Donc, notre rôle, c'est d'identifier le bon cadre pour optimiser la structuration de votre projet, le choix des partenaires, le calendrier des dépôts. Et nous, justement, on fait toute cette veille-là permanente pour vous orienter vers le dispositif le plus pertinent. Donc là, j'ai passé sur différents types de projets, donc d'appel à projets. Donc le premier, c'est les projets d'innovation en PACA. Alors, vous êtes assez familier sur ces appels à projets, mais il y a des nouvelles modalités. Donc quand même, pour rappel, le projet d'innovation en PACA, il s'adresse aux PME et ETI implantés en région PACA, que ce soit via leur siège ou un établissement local. L'objectif est de soutenir des projets en cohérence avec les grandes stratégies régionales, notamment les SRDE2I, la stratégie de spécification intelligente et le plan climat régional. Les thématiques prioritaires incluent notamment l'économie bleue, la naturalité, la chimie verte, l'optique photonique, l'aérospatiale, la transition énergétique ou encore les technologies numériques intelligentes et sécurisées. Donc, 2 volets sont proposés. Un volet de faisabilité, donc on positionne plutôt sur des TRL 2 à 5, et un volet développement et pré-industrialisation qu'on va plutôt positionner sur des TRL 5 à 8. Les projets doivent respecter un seuil budgétaire minimum, 150 000 € pour une PME et 300 000 € pour une ETI. Donc, le taux d'aide, il va varier. Il peut atteindre 50% pour une PME et 25% pour une ETI. Le financement est mixte avec une combinaison de subventions et d'avances remboursables, dont la répartition varie selon le volet. Les critères d'évaluation portent sur le degré d'innovation, l'alignement avec les filières régionales, la solidité financière, l'impact économique et environnemental, ainsi que la capacité du porteur à mener le projet à terme. Et le dépôt se fait au fil de l'eau jusqu'en septembre 2026. Hop. Donc, les projets d'innovation en Occitanie, ces appels à projets visent un objectif un peu plus structurant, c'est renforcer la compétitivité des filières stratégie régionales. Contrairement au dispositif précédent, centré sur un projet porté par une seule entreprise, ici les projets peuvent être portés par différents types d'acteurs, entreprises, établissements publics de recherche, structures représentatives de filières ou plateformes mutualisées. Les projets doivent s'inscrire dans les priorités également de la stratégie de spécialisation intelligente régionale. Quelques exemples, hein, création d'unités industrielles partagées, mutualisation des compétences techniques, plateformes technologiques, démonstrateurs pour l'industrie du futur. La labellisation n'est pas obligatoire, mais c'est un bonus qualificatif. Le budget minimal est de 400 000 €. Attendez, je vois ça. Est-ce que tu peux afficher la slide suivante, Patrice? On est resté sur le projet d'innovation en Occitanie. Ah, pardon. Merci. Ah oui, d'accord. Effectivement, je suis désolé. Donc, je parlais de ça, en fait. désolé. Donc, je disais que le budget minimal est supérieur à 400 000 € avec un taux d'aide maximal de 50% et un minimum de 30% d'autofinancement. Alors, concernant le concours d'innovation iLab, il cible des projets de création d'entreprises issus de la recherche. Il s'adresse aux entreprises de moins de 2 ans ou aux porteurs de projets qui souhaitent créer une entreprise technologique innovante sur le territoire français. Les projets doivent démontrer une faisabilité technique et économique établie, ainsi qu'un potentiel de création de valeur significatif. Le budget maximal du projet est d'1 million € avec une subvention pouvant aller jusqu'à 600 000 €. La durée des projets est comprise entre 12 et 36 mois. Les critères d'évaluation sont exigeants. Un gros caractère innovant, une preuve de concept, une viabilité économique, un potentiel de développement à l'international,
une qualité, une complémentarité de l'équipe, une maîtrise de la propriété intellectuelle, très important. La labellisation est optionnelle, mais peut constituer un bonus également qualitatif. Il s'agit d'un dispositif clé pour les entreprises deep tech en phase de création. Donc, c'est quand même un concours qui est assez prisé, mais assez compliqué à avoir. Bon, la clôture du projet était aujourd'hui à 12 heures, donc voilà. On ne va pas pouvoir vous accompagner sur cette partie-là. Concernant le concours d'innovation Innov, alors eux s'adressent plutôt aux startups, aux PME portant des projets ambitieux de R&D. Ils visent à faire émerger des entreprises leaders à potentiel international sur des projets d'innovation à fort impact économique. Donc, on va couvrir les thématiques du numérique, de la santé, les mobilités, les bâtiments durables, ainsi que tout ce qui va être les énergies et ressources naturelles. Le budget des projets est compris entre 1 et 5 millions d'euros pour une durée qui peut aller de 12 à 36 mois. Le taux d'aide peut atteindre 45%. Et pour les petites entreprises et 35% pour les moyennes entreprises, souvent avec un financement mixte qui va combiner encore une fois de la subvention et de l'avance récupérable. Alors, pareil, les critères de sélection, c'est sur le caractère innovant, la solidité du modèle économique, la capacité du porteur de projet, la performance environnementale du projet également. Donc, sur l'appel à projet IDEMO générique numéro 5, cet appel à projet, c'est un dispositif national structurant. Alors, celui-ci est destiné à soutenir des projets de très grande ambition technologique et économique. Cet appel est ouvert aux entreprises de toute taille, de tout secteur, mais aussi aux établissements de recherche. Il peut être soit porté en individuel, soit en consortium. En cas de projet collaboratif, le consortium peut compter jusqu'à 6 partenaires avec au minimum une PME ou une ETI. En revanche, une grande entreprise ne pourra pas porter seule un projet individuel. Il faudra absolument qu'elle soit dans un format de consortium. Alors, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de thématique qui est imposée. Cela signifie que l'innovation peut émerger de tous les secteurs à condition qu'elle soit fortement différenciante et que ça représente un projet avec un impact stratégique. Le budget minimal du projet est supérieur à 4 millions d'euros. Donc, c'est des gros projets avec une durée comprise entre 3 et 5 ans, 3 ans et 5 ans. Donc, c'est des projets de grande ampleur qui visent le développement de produits ou de services très innovants, à très haute valeur ajoutée, qui vont contribuer aux transitions énergétiques, écologiques et numériques. Les critères de sélection sont très exigeants. Le jury va vraiment évaluer le niveau d'innovation et la maturité technologique. La solidité financière du porteur est vraiment un paramètre également très important. La capacité technique et commerciale, la pertinence du consortium, le cas échéant, va être également énormément audité. Et aussi la contribution à la souveraineté nationale ou européenne auquel va répondre ce projet-là. Il va y avoir un financement mixte qui va combiner encore une fois des subventions et des avances remboursables avec des taux d'aide variables selon la taille de l'entreprise et la nature des travaux. La labellisation est optionnelle, mais elle constitue un véritable bonus qualitatif qui est encore une fois pris en compte favorablement par le jury. Donc voilà, IDEMO, c'est quelque chose qui est très structurant, c'est des projets très structurants, stratégiques. Il faut avoir la capacité de transformer un marché, avoir un impact durable à grande échelle. C'est des appels à projets qui sont vraiment très importants et très gros à porter. Alors, CORAM, Comité d'orientation pour la recherche automobile et mobilité. Celui-ci, cet appel à projet, il s'inscrit dans une logique d'innovation dite dirigée, ce qu'on a présenté au préalable. Il vise spécifiquement le secteur automobile et de la mobilité avec une ambition qui est clairement affichée. C'est l'accompagnement, la transformation profonde de la filière vers des modèles plus durables, plus connectés, plus performants. Il y a 6 volets qui sont proposés. Les véhicules zéro émission, l'amélioration de la performance environnementale, la réduction des pollutions à l'usage, tout ce qui va être mobilité connectée et automatisée, tout ce qui va être système de mobilité routière et des plateformes mutualisées. L'appel est ouvert à différentes entreprises de toute taille, ainsi qu'aux établissements de recherche. Il peut être également individuel ou collaboratif. Les seuils budgétaires varient selon le porteur à partir d'1 million d'euros pour les PME ETI et au moins 4 millions si le chef de file est une grande entreprise.
La durée des projets va aller de 24 à 48 mois. Le financement repose encore une fois sur un mix entre subventions et avances remboursables. Les critères d'évaluation sont assez stricts également, la qualité du montage du projet, la cohérence du consortium, encore une fois, la solidité du plan de financement, le caractère innovant, très important, l'impact environnemental, mais aussi tout ce qui va être réplicabilité de la solution, la pertinence du modèle d'affaires, et est-ce que ce projet s'inscrit dans la stratégie industrielle. Ce dispositif s'inscrit pleinement dans les enjeux de décarbonation et de la souveraineté industrielle de la filière automobile française, qui est largement attendue par l'État actuellement. Donc, on a déjà présenté ça dans différents webinaires, je vais le reprendre. Donc, on parle d'appel à projet pionnier de l'IA. Donc, cet appel à projet soutient des projets de R&D à fort potentiel de rupture en intelligence artificielle, vraiment très focus intelligence artificielle. Il s'inscrit dans une logique d'innovation dirigée avec un objectif stratégique qui est de renforcer la souveraineté nationale grâce à des innovations en IA, essentiellement en IA, capables de générer un impact économique durable. Les secteurs stratégiques visés, eux, sont la conception et la production industrielle, la santé, les biotech, tout ce qui va être transition écologique, tout ce qui va être autour de la sécurité. Donc, les projets peuvent être individuels, portés par une PME ou une UTI, ou encore une fois collaboratifs avec un maximum de 3 partenaires. L'appel est structuré en plusieurs phases. Phase 1, 2, 3. La phase 1 est soutenue par la phase 1 est plutôt orientée sur une démonstration de faisabilité technologique. Après, on va passer sur la phase de démonstrateur et après la phase de réalisation puis industrialisation du produit. Pareil, le financement est progressif. La phase 1 est soutenue par subvention pour tous les acteurs. Les phases suivantes sont plutôt combinent des subventions et des avances remboursables pour les entreprises, alors que les organismes de recherche peuvent être financés en subvention de manière totale. Le taux d'aide va également varier selon la taille de l'entreprise et le caractère collaboratif du projet. Donc là, en termes de critères d'évaluation, ça a porté sur l'innovation, sur la maturité technologique, la capacité du porteur à industrialiser, l'impact stratégique et la contribution à la souveraineté. On retrouve toujours, bien souvent, souvent les mêmes critères, mais je suis obligé de les répéter pour chaque appel à projet. Alors, je vais parler de l'appel à projet rapide. Donc, le dispositif rapide, c'est ce qu'on appelle le régime d'appui à l'innovation duale. Ça s'adresse donc aux entreprises de moins de 2000 personnes qui développent des technologies à usage dual, c'est-à-dire à la fois civil et militaire. En général, il est en ligne avec le plan de la DGA et concerne des projets de recherche industrielle qui vont de TRL 3 à 5 ou de développement expérimental TRL 6 à 7. Les projets peuvent être monopartenaires ou, encore une fois, collaboratifs avec un maximum de 3 partenaires. Le budget doit être compris entre 500 000 € et 4 millions d'euros pour une durée qui peut aller de 18 à 36 mois. La particularité de ce projet, c'est son fonctionnement au fil de l'eau. Il n'y a pas de date de relève fixe, ce qui offre une grande souplesse. Voilà. Et donc, il faut être vigilant. Il y a pas mal voilà, on peut déposer des projets au fil de l'eau. C'est ce qui peut être très intéressant avec cet appel à projet. Le financement se fait exclusivement sous forme de subvention avec des taux d'aide variables selon la taille de l'entreprise et la nature des travaux. Première usine. Alors, l'appel à projet première usine concerne essentiellement l'industrialisation. Il s'adresse aux PME immatriculées en France qui ont moins de 250 salariés et qui visent à soutenir l'implantation d'une première unité de production industrielle. Alors, il peut s'agir d'une création de site, d'une usine pilote, d'une première industrialisation d'un produit innovant, ou même d'une production chez un tiers, comme un CDMO. Par exception, une extension technologique d'un site existant peut être également éligible. Le budget minimal est supérieur à 5 millions d'euros, avec une durée de projet comprise entre 1 et 4 ans. Encore une fois, le financement est mixte, 60% de subventions, 40% d'avances récupérables, et le taux d'aide est variable, il peut aller de 20 à 30%. Les critères de sélection sont également exigeants, le caractère innovant et stratégique, la maturité technique, la capacité d'industrialisation, les retombées économiques sur le plan national, l'impact environnemental,
et la création d'emplois à horizon de 5 à 10 ans. Un projet qui va avoir un impact environnemental négatif est directement exclu. Donc, ce n'est pas la projet première usine et c'est vraiment un levier décisif pour passer du prototype à l'échelle industrielle. L'objectif est vraiment d'ancrer la production en France et renforcer la compétitivité des filières stratégiques. Alors, vous avez également toutes les aides BPI qui peuvent accompagner vos projets. Donc, la BPI intervient dans différentes vies de l'entreprise. Ils vont financer de l'innovation avec des subventions, des prêts à taux zéro. Donc, ça, c'est vraiment la partie R&D, pas fondamentale, mais des preuves de marché, des preuves de la conception de produits sur lesquels on doit faire vraiment du prototype avancé. Ils ont également des dispositifs tels que des financements. Ils peuvent intervenir en cofinancement à côté de banques avec des prêts à moyen et long terme, des prêts de développement. Ils peuvent également apporter des garanties aux banques à hauteur de 40 à 60%, c'est-à-dire d'arriver, lorsqu'on arrive à souscrire un crédit bancaire, la caution va être partagée avec la BPI. Ils peuvent également intervenir en fonds propres, donc sur des prises de participation dans l'entreprise, mais également des obligations convertibles. Et il y a un accompagnement aussi au niveau de l'export avec Business France qui vont permettre d'avoir du financement pour aller s'implanter sur des marchés autres que la France. Donc ça, on a dit qu'on passait. Voilà, donc comment financer son projet? À ce stade-là, donc c'est pas uniquement quel dispositif choisir, mais c'est surtout comment on va maximiser ses chances de succès. Donc, un projet innovant ne suffit pas, il doit être aligné avec le bon cadre de financement, répondre précisément aux attendus du cahier des charges et être présenté de manière claire, structurée et convaincante. C'est vraiment le rôle d'Actantis de vous accompagner là-dessus. Donc, le premier enjeu est donc le ciblage du bon dispositif. Chaque appel à projet possède ses propres critères d'éligibilité, son positionnement TRL, ses attentes en matière d'impact économique ou environnemental. Et donc, du coup, un mauvais ciblage peut conduire à un rejet, même si la technologie est pertinente. Ensuite, il est essentiel d'identifier les bons partenaires. Donc, dans le cadre d'un projet collaboratif, par exemple, la complémentarité scientifique, la complémentarité technologique et industrielle est déterminante. L'écosystème joue un rôle clé. Il faut aller chercher des laboratoires, des PME innovantes, potentiellement des grands groupes, des plateformes technologiques. C'est tout cet écosystème-là qui va permettre d'avoir un projet fort et finançable par les appels à projets. Donc, notre accompagnement permet d'obtenir un regard expert sur votre projet, sur les projets accompagnés. Cela signifie on va challenger la proposition de valeur. On va vous accompagner pour clarifier la rupture technologique, structurer le plan de travail, sécuriser la stratégie de propriété intellectuelle. Il va s'agir aussi d'améliorer la qualité rédactionnelle, la cohérence globale du dossier. Les jurys évaluent la solidité technique, mais aussi la clarté, la précision des livrables, la crédibilité financière et la cohérence du planning. C'est tout cela qu'on va pouvoir vraiment regarder pour rendre le dossier le plus compétitif possible. Enfin, notre accompagnement permet aussi d'éviter les erreurs éliminatoires, les incohérences budgétaires, les fonds propres insuffisants, les déséquilibres du consortium, l'absence de justification de l'état de l'art, etc., etc. Tous ces ensembles-là, tous ces points clés qui font que le projet va être rejeté ou pas en première intention. L'idée aussi, c'est d'arriver à obtenir une aide de soutien, une attestation par la labellisation qu'on peut vous proposer. Et ça, c'est un signal fort renvoyé aux financeurs. En résumé, l'accompagnement permet de gagner du temps de manière significative, de réduire le risque d'échec et surtout d'aborder le dépôt de dossier de manière structurée et sécurisée. Quel est notre processus d'accompagnement chez Actantis? Donc, notre accompagnement s'étend généralement sur une période de 1 à 2 mois.
Et on va suivre un processus très structuré. La première étape est l'analyse d'éligibilité. Il s'agit d'évaluer la cohérence du projet au regard des critères du dispositif visé, votre maturité technologique, le niveau de maturité technologique, la taille de l'entreprise, la capacité financière, l'adéquation stratégique du projet. Le projet est ensuite présenté en commission projet. C'est une étape très importante qui permet un regard croisé d'experts académiques et industriels. Cette étape, en fait, vise à challenger, au final, la solidité scientifique, la pertinence du marché, la crédibilité de votre plan d'exécution. Et après la validation par le conseil d'administration, vient la phase de ciblage précis du dispositif et d'explication détaillée des attentes du financeur. L'accompagnement porte ensuite sur le montage du projet, la structuration du programme de travail, la définition des lots techniques, la construction du budget, la justification des dépenses éligibles. En général, on porte une attention très particulière sur la recherche également de partenaires, des sous-traitants si c'est nécessaire. Le dossier est relu, optimisé, il va être consolidé avec votre participation. On va améliorer les arguments, la classification des objectifs, la sécurisation des indicateurs d'impact et la labellisation ou la lettre de soutien est délivrée lorsque le projet répond à toutes ces exigences-là. Ensuite, Actantis, on va vous accompagner à la phase de dépôt et on peut également intervenir dans les échanges avec les financeurs publics. Voilà, l'objectif de cet accompagnement, il est clair, hein, c'est d'augmenter significativement la probabilité de succès en mettant un caractère plus professionnel sur le montage du dossier. Alors, ce slide-là a pour but de vous montrer un peu, dans les commissions projet, quelles sont les personnes, quelles sont les entités qui interviennent. Donc, comme on vous disait au préalable, la commission projet constitue un élément central du processus. Alors, donc, elle rassemble des experts qui vont être issus, comme vous voyez, du monde économique, du monde des TPE innovantes, des ETI, des grands groupes industriels. Alors, cette diversité, ça permet au moins de garantir une évaluation complète, scientifique, technologique, industrielle et marché. Les établissements académiques comme les universités, le CAO ou l'INRIA apportent plutôt une analyse approfondie de la crédibilité scientifique et du position technologique du projet. Les PME et entreprises technologiques, elles contribuent plutôt à l'analyse de faisabilité opérationnelle et de la dynamique d'innovation. Et les grands groupes sont plutôt sur une vision industrielle, stratégique de marché. Et en gros, cette pluralité d'expertise permet d'identifier les points forts du projet, mais aussi les fragilités. La maturité insuffisante, potentiellement la concurrence internationale sous-estimée, le modèle économique à clarifier. Ah, c'est la commission, en fait, ça agit un peu comme un jury blanc quoi, en amont du dépôt officiel. Et ça permet d'anticiper les questions que les financeurs pourraient poser à l'examen du dossier. On appelle plutôt ça un effet miroir, c'est assez déterminant pour renforcer la crédibilité du dossier. Alors, Actantis, nous, bon, ça fait à peu près 20 ans qu'on accompagne des projets. Il y a eu à peu près 700 projets suivis. Voilà, les données qu'on vous présente montrent un différentiel significatif entre projets labellisés et non labellisés. Par exemple, sur le concours Innov et iLab, le taux de succès des projets labellisés atteint 47% contre 18% pour les projets non labellisés. Donc, c'est quelque chose qui est fortement significatif. Sur les projets ANR, l'écart est également notable. Concernant IDEMO régionalisé, l'ensemble des projets retenus ont été labellisés. Alors, ces chiffres, ça permet d'illustrer l'impact de la préparation, du cadre stratégique et de la structuration du dossier. C'est des éléments qui sont hyper importants pour pouvoir optimiser ses chances d'obtention du financement. Voilà, quelques chiffres clés sur Actantis et la partie projet financé. Depuis 2005, il y a eu 553 projets innovants qui ont été financés avec l'accompagnement du pôle. Ces projets représentent à peu près 1,660 milliard d'euros. Des dépenses de R&D cumulées ont généré 675 millions d'euros d'aides publiques mobilisées. Alors, ces chiffres traduisent non seulement une expertise dans le montage des dossiers, mais aussi une capacité à mobiliser
des financements significatifs pour le territoire. Ça illustre également la diversité des projets soutenus, la recherche, le développement expérimental, l'industrialisation. Donc, notre enjeu aujourd'hui, c'est de poursuivre cette dynamique en accompagnant des entreprises vers des projets toujours plus ambitieux, toujours plus structurants et qui rentrent dans les stratégies nationales qui ont été présentées au préalable. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Pour plus d'informations, il faut contacter Nadira, qui est la présentatrice de ce webinaire. Voilà, Nadira, je te redonne la main. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patrice. C'est parfait. Timing parfait. Nous avons pas mal de questions sur cette présentation. Alors, une première question concerne le... Donc, Actantis met-il en relation des entreprises ou organismes pour monter des consortiums? Donc, effectivement, notre rôle, c'est également, en plus de vous orienter sur des guichets de financement, de vous mettre en relation avec des partenaires. Donc, aussi bien entreprises, grands groupes, académiques, start-up, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous recherchez une compétence assez précise donc dans le domaine du numérique, de la photonique et de l'imagerie, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc, c'est également notre rôle. J'ai notamment une question sur la partie du dispositif, donc les pionniers de l'IA. Est-ce que le taux de financement est-il plus élevé pour les entreprises qui montent un consortium? Donc, sur ce dispositif-là, donc le taux de financement, donc là, on parle d'intensité d'aide maximale. Elle va effectivement dépendre du type de projet, donc selon le type d'entreprise également. Donc, si vous êtes par exemple une petite entreprise et que vous allez sur un projet individuel, donc que vous portez seul, vous pouvez être financé à hauteur de 45% maximum de vos montants de dépenses. Si vous décidez de mener ce projet en collaboration, donc là, quand on parle de collaboratif, c'est-à-dire que l'autre partenaire demande également du financement. Donc, vous pouvez solliciter un financement de l'ordre de 60%. Donc, effectivement, il y a une sorte de bonification quand le projet passe en collaboratif. Alors, nous avons également une autre question, toujours sur les pionniers de l'IA. Actantis labellise-t-il ses projets et est-ce que la labellisation se fait sur les 3 phases? Donc, effectivement, ce dispositif donc, fonctionne sous forme d'entonnoir. Donc, vous présentez au moment du dépôt, l'idée est de présenter donc, votre projet sur la phase 1 de manière très détaillée, un petit peu moins détaillée à ce stade sur les phases 2 et 3. Donc, la labellisation se fait dans un premier temps sur la phase 1 qui va être déposée. Et ensuite, une fois que le projet sera, si le projet est financé et qu'il aboutit, vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur la phase 2, on retravaille également le dossier de manière plus détaillée sur la phase 2, avec une labellisation sur la phase 2 et ainsi de suite sur la phase 3 également. Encore une question. J'hésite entre 2 appels à projets. Puis-je candidater aux 2 en même temps sur les mêmes sujets? Alors, Actantis déconseille, en tout cas pour notre part, on déconseille ce type de décision. On estime que ce serait contre-productif. Notre rôle, c'est de vous aiguiller et de vous aider à cibler le dispositif le plus pertinent et le plus adapté au projet et à la situation de la structure. Il est plus intéressant de candidater sur le dispositif qui sera vraiment qui répondra le mieux au type de projet et à votre entreprise, plutôt que de candidater un petit peu à tous les dispositifs. Ça peut donner aussi une image un petit peu pas négative, mais pas bien vue, en tout cas de la part des financeurs, surtout s'il s'agit de mêmes travaux. Alors, je propose de traiter une dernière question avant de passer la main à Marielle Campanella sur la partie des projets européens. Une dernière question. J'ai un projet innovant, mais je n'ai pas les fonds propres au moment du dépôt de mon projet. Est-ce rédhibitoire? Alors, pas forcément. Ça va en fait dépendre du dispositif visé. Le plus important va être surtout de démontrer un plan de financement robuste, quelque chose qui tient la route. Donc, il va falloir que vous soyez en mesure de démontrer que vous pouvez porter le projet, notamment pour la partie qui ne sera pas financée, donc en autofinancement. Donc, le plus important, c'est vraiment de montrer la robustesse du plan de financement. Après, ça va dépendre du dispositif. Donc, l'idée, c'est d'échanger en fait avec nous en amont. Notre rôle, c'est également donc de vérifier votre éligibilité financière. C'est un exercice que nous faisons donc en interne, qui nous permettra de dire si on pourra vous accompagner sur tel ou tel dispositif ou pas du tout.
Donc, merci beaucoup, Patrice, pour ton intervention. Je propose de passer sur la partie appel à projet européen et je passe la main donc à Marielle Campanella. Alors non, juste un petit… Je ne me trompe, oui. Philippe, excusez-moi, Philippe Martinet de l'INRIA va nous présenter donc un dispositif de financement qui peut être une opportunité sur tout ce qui est projet d'intelligence artificielle et de robotique. Et donc, il s'agit du projet dispositif AgriFood Tef. Et Philippe Martinet, je vous passe la main, je vous laisse vous présenter. Oui, donc… c'est parti. C'est bon, partager. C'est bon, vous voyez tous les slides? Allô? Oui, c'est bon, ça fonctionne. Oui, d'accord. Donc, je suis Philippe Martinet, je suis directeur de recherche donc, à l'INRIA. Je vais vous présenter le projet AgriFoodTef actuellement. Donc, le projet AgriFoodTef, c'est un projet qui est cofinancé par l'Union européenne et par les États à 60 millions d'euros, 50% chacun. Et le but, c'est de mettre en place effectivement des environnements, des infrastructures de test, ce qu'on appelle les facilities, de manière à pouvoir tester et valider donc des technologies dans le secteur de l'agriculture et autour de l'intelligence artificielle et de la robotique. En fait, nous avons actuellement 10 pays, 36 partenaires et ce projet est sur 5 ans. Donc, depuis 2023-2027, nous entamons donc la 4e année. Donc, comment ce projet peut aider effectivement les entreprises? Le but, c'est de tester les solutions AI et robotiques qui sont en TRL 6 à 8, de les aider à obtenir de la maturité, de tester dans des conditions réelles, en offrant donc des capacités effectivement de test et d'évaluation et des sites effectivement pour pouvoir faire ces évaluations. On a donc ces services sont à destination des PME et des startups, principalement gratuits pour eux. Et bien sûr, c'est toujours ouvert pour les autres entreprises, mais ils ne peuvent pas bénéficier donc des aides qui sont effectivement disponibles ici. C'est bien sûr, tous ces services sont adaptables en fonction des besoins donc, des clients. Que doit faire le client? Donc l'entreprise, elle doit prendre un certain nombre de services, choisir un service dans l'ensemble du réseau, donc qui est le réseau européen. Donc, comment ça se passe en fait globalement, vous connaissez le principe des minimis. Vous avez 100 000 euros donc, glissants par an sur les 3 dernières années, ce qui veut dire que vous pouvez avoir un budget de 300 000 euros, mais attention, ce n'est pas 300 000 euros que vous pouvez avoir pour vous, c'est 300 000 euros que nous avons déjà captés pour réaliser des services pour vos propres besoins. Donc, on a différents secteurs, on travaille aussi bien dans les cultures arables, la vigne, les greenhouses, les centres de production effectivement alimentaire, donc à l'heure actuelle, et tout ce qui est aussi la partie arboricole. Donc, tous ces services sont disponibles dans un serveur. Là, il y a un QR code, vous en avez 300 à l'heure actuellement, donc qui sont disponibles. Tous ces services, bien sûr, peuvent être customisés et si on ne trouve pas dans la liste des services le besoin qui est couvert, eh bien, dans ce cas-là, on va créer un service qui sera adapté donc, pour le client. Alors, comment ça se passe au niveau du nœud français? C'est ce pourquoi je suis ici. Donc, le responsable du nœud français, c'est le LNE, donc à Paris. Avec l'INRIA, partage effectivement les compétences en robotique et intelligence artificielle. Nous avons au total sur le nœud français 55 installations de tests que l'on peut mettre à disposition donc, pour les entreprises qui sont réparties donc, sur le territoire. ACTA est le 3e partenaire, donc, où on a tout le réseau donc, des fermes expérimentales et coordonne effectivement Arvalis, donc pour tout ce qui est les céréales, les patates, le fourrage, mais également donc l'IAV pour l'Institut français du vin et IDEL pour tout ce qui est l'élevage. L'INRAE fait partie également donc des partenaires, ainsi que la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Donc ça nous donne une couverture nationale dans laquelle nous pouvons tous intervenir. Les services globalement couvrent de la formation, de la collection de données
et de production effectivement de bases de données, de la mise à disposition d'expertise dans les différents secteurs, que ce soit de l'AI ou bien de l'agronomie, de la robotique, des tests en laboratoire, mais également donc, des tests sur les sites expérimentaux donc, qui sont mis à disposition donc, par le réseau. Donc, et il y a également donc, au LNE et à l'INRAE une importante expertise donc, sur tout ce qui est certification. Donc, les objectifs pour INERIA, ben, c'est de valider des solutions donc, pour les PME et donc les startups qui travaillent en AI et dans le secteur aussi agricole. On utilise bien sûr des métriques d'évaluation qui viennent des standards européens, ça va de soi. On produit des datasets avec des robots mobiles au sol, des robots qui sont donc aériens, et également donc on peut customiser nos robots en intégrant des capteurs spécifiques. Et donc tous les capteurs, ben, ça concerne aussi bien des caméras, des lidars, des caméras multispectrales. On teste et on évalue des algorithmes de mobilité, comme par exemple la localisation, le SLAM, la génération de trajectoires, etc. On fait la même chose donc pour, aussi bien pour les robots au sol que pour les robots aériens. Et on teste, on a également la capacité de tester des capteurs, mais également des fonctionnalités robotiques. Pour ça, on a un certain nombre d'installations. Donc, la première installation, c'est le Moving Living Lab, que vous allez voir juste après en photo. On a une arène de drones, on a deux parkings sur lesquels on peut faire ces expérimentations, donc, et un ensemble de capacités, donc de calculs qui sont mises à disposition. Le Moving Living Lab, c'est un camion qui est instrumenté complètement avec 3 postes de travail qui permet effectivement de déplacer le laboratoire là où on a besoin de faire les expérimentations en réel. Nous avons, vous voyez ici notre robot mobile qui se déplace et ensuite nos drones. Donc nous venons juste de faire l'acquisition d'un matrice 400 de chez DJI qui est à la pointe de la technologie à l'heure actuelle. Comme autre infrastructure, on peut faire des tests de navigation autonome sur un parking qui est complètement aménagé et prêté par la ville d'Antibes, sur l'Azur Arena. Donc, on peut bien sûr faire de la réalité terrain avec une localisation RTK GPS. Nous avons également une arène de drone qui couvre un volume de 5 par 6 par 7 qui nous permet d'avoir une localisation à 0,6 mm par l'intermédiaire de 12 caméras et on peut tester ici des algorithmes de localisation, mais également des capacités capteurs. Nous avons également des environnements, un parking qui est un environnement, on va dire, plutôt forêt, donc sur lequel on peut faire des tests ici sur le site d'INERIA. Voilà l'équipe qui est composée actuellement de 3 permanents et de 3 ingénieurs. Comment ça marche? Ben, grosso modo, la première chose, c'est on voit si le besoin et le service qui est proposé donc à l'entreprise peut être éligible ou pas. Donc, on a ce qu'on appelle, on fait un service request. Une fois qu'on a obtenu le feu vert, ben, on fait un contrat, on exécute le service et on a bien sûr un feedback qui est retourné par l'entreprise. Alors, comment on le fait? Ben, c'est assez simple. La première chose, c'est que n'oubliez pas, vous avez un email ici qui est agrifoottef@ineria.fr. Il y a quelqu'un qui reçoit un email et là, on peut vous exprimer un besoin. On organise une visio ou bien une réunion donc physique. On prépare un service request et on prépare effectivement le service. En ce qui concerne INERIA, les services sont gratuits puisque nous sommes déjà effectivement financés pour le faire pour vous. Et avec nos équipements, nous pouvons effectivement nous déplacer sur place partout en France. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Donc, nous n'avons plus que 2 saisons, donc ça va relativement vite. Et actuellement, nous avons commencé effectivement donc, à réaliser ces services avec des startups. Voilà, donc merci pour m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, j'aurai le plaisir de répondre. Merci beaucoup Philippe pour votre intervention. Je ne vois pas pour l'instant de questions. Vous pouvez continuer à poser vos questions pour Philippe. Si besoin, nous reviendrons un petit peu plus tard. Je vais désormais passer la main donc à Marielle Campanella qui va nous présenter, donc responsable projet européen chez Actantis, et qui va nous présenter donc un petit panorama de l'ensemble des dispositifs qui sont en cours côté Europe. Alors, Marielle, je ne t'entends pas, mais je vois bien tes slides.
Ouais, C'est tout bon. merci, c'était pour avoir la confirmation. Bah, merci beaucoup. Bonne transition entre ce que Philippe vient de nous présenter sur AgriFoodTech avec des fonds européens et puis cette prochaine session qui a pour objectif, comme à chaque trimestre, de vous donner un aperçu des appels à projets européens qui sont actuellement en cours ou qui vont venir et qui peuvent être pertinents pour notre écosystème. Donc, au menu du jour, comme à chaque fois, quelques éléments sur le financement en cascade, le principe et les appels à projets qui sont actuellement en cours. Ensuite, le programme Horizon Europe avec tous les programmes qui sont actuellement lancés pour 2026 et également sur le programme du Conseil européen de l'innovation, l'EIC. Ensuite, on pourra parler des appels à projets Eureka Eurostar et Interreg Alcotra actuellement ouverts. Ensuite, un zoom particulier sur les fonds européens de la défense qui sont actuellement lancés. Et après, je terminerai en vous rappelant l'accompagnement que l'on peut mettre en œuvre sur ce type d'appel à projet. Voilà. Donc tout d'abord, comme à chaque fois, si vous êtes des habitués de ce webinaire, on fait un zoom sur les appels à projets de ce qu'on appelle le financement en cascade, qui en fait est un dispositif de financement où la commission délègue la gestion et le financement à des projets intermédiaires, puisqu'en fait, il a été constaté que les appels à projets classiques collaboratifs européens sont souvent assez complexes et assez longs pour les petites structures. Donc ici, l'idée est qu'un projet intermédiaire reçoit un budget dont une partie en fait est redistribuée sous la forme de nouveaux appels, des petits projets, ce qui cible souvent les PME. Donc ces appels permettent en fait de financer des actions d'innovation, généralement sous format relativement court. Les appels sont brefs dans le temps, en général sont ouverts pendant une durée de 2 mois, avec des dossiers généralement assez légers à déposer, la plupart du temps en anglais. Et les projets peuvent se faire parfois en individuel ou bien en consortium, suivant les contraintes de chacun de ces projets individuels. Les subventions sont souvent versées sous la forme de forfaits, ce qu'on appelle des lump sum, avec donc un suivi qui est assuré par le consortium principal gestionnaire. Et donc les projets financiers sont relativement courts, de l'ordre de 6 à 12 mois maximum. Donc ces appels à projets sont publiés en fait sur les sites des projets principaux en question et également sur le portail de la Commission européenne, dont vous trouverez le lien ici dans le fichier et les slides que Nadira vous enverra à l'issue de ce webinaire. Donc chez Actantis, nous relayons régulièrement ces opportunités de financement et nous pouvons également vous aider à identifier les financements qui sont le plus adaptés pour vos petits projets européens. Donc pour ce trimestre, on a sélectionné environ 8 appels à projets européens en cascade. Donc nous vous présentons cette sélection. Sauf mention contraire, ce qui est le cas pour l'un d'entre eux, Actantis n'est pas impliqué dans ces dans ces open calls, mais on peut néanmoins vous aider pour votre candidature. Donc le premier appel à projet qu'on a identifié s'intitule Magician et porte en fait sur des thématiques de robotique, de manufacturing, d'automatisation, d'IA et d'industrie intelligente. Et il a pour objectif en fait d'étendre et de valider des solutions robotiques et d'IA déjà développées par le projet Magician, notamment sur des thématiques de détection et de réparation de défauts dans des nouvelles filières industrielles telles que l'aéronautique, les transports et l'énergie, nouvelles dans le sens pas traitées précédemment par Magician qui portait sur l'industrie automobile. Donc les bénéficiaires peuvent être des PME ou des startups, soit de manière individuelle ou bien en duo de deux entités. Les projets attendus, en fait, sont des projets de démonstrateurs en environnement opérationnel, dans des environnements réels. Donc, le financement va jusqu'à 200 000 € par projet. 5 projets seront sélectionnés avec un financement jusqu'à 70% pour les PME et 100% pour les startups sur une durée de 12 mois. Et la candidature se fait jusqu'au 2 mars via le site web indiqué ici. Ensuite, sur un sujet différent, on a l'appel à projet Fortissimo Plus qui porte sur les thèmes d'IA générative et de HPC, calcul à haute performance. Et l'idée ici est de pouvoir lancer des études innovantes pour aider les PME et les startups à développer des modèles d'IA générative en exploitant les ressources de calcul haute performance HPC qui existent au niveau européen. Les bénéficiaires peuvent être des PME ou des startups individuellement ou bien en consortium avec un maximum de 2 participants.
Et les financements sont de 200 000 € pour des PME seules et 300 000 € pour des consortiums. De candidature jusqu'au 25 février ou bien au plafonné à 250 dossiers réceptionnés, via le site web indiqué ici. Ensuite, on trouve l'appel à projet FIRS qu'on avait déjà indiqué précédemment, qui porte sur l'utilisation de données spatiales pour le développement de solutions vertes permettant de réduire l'impact environnemental. Le projet, en fait, cible des startups et des PME de façon individuelle, avec un financement jusqu'à 50 000 € par bénéficiaire pour utiliser des services externes qui sont financés eux-mêmes à 100%. Donc, l'appel à projet se clôt le 31 mars avec une première date de relève au 28 février. Ensuite, appel à projet assez particulier à mentionner ici qui s'appelle Major, qui porte cette fois-ci exclusivement sur la défense. Donc, c'est des appels à projets qu'on a de façon assez rare et qui sont en fait financés derrière par le Fonds européen de la défense. Qui vise en fait des PME et des startups européennes pour des candidatures individuelles. Et l'idée ici est de répondre à l'un des 5 défis technologiques que vous voyez ici. Donc, les 5 premiers portent beaucoup en fait sur les structures matérielles des plateformes de défense, notamment sur tout ce qui est la gestion des matériaux, la surveillance de la santé structurelle des matériaux de ces plateformes de défense. Et à noter en particulier le 5e sujet qui porte sur la digitalisation, l'IA et les outils d'aide à la décision pour l'évaluation structurelle des plateformes de défense et la maintenance de ces infrastructures. Donc ici, le financement est en forme d'une subvention forfaitaire à 100% des coûts du projet, plafonné à 60 000 € par projet pour une durée de 6 mois. Et donc, l'appel à projet se clôt le 25 mars. Ensuite, avec une légère connotation également défense, mais plutôt à visée duale, donc civile plus défense sécurité, on voit l'appel à projet ECDI qui porte en fait sur le développement et la maturation de technologies de drones à double usage, donc civil et défense. Et l'idée, en fait, est de pouvoir faire progresser une entreprise qui possède déjà un produit pour les drones d'un TRL 6 à un TRL au moins 7, voire 8. Et le financement est de 50 000 € par PME pour un taux de financement à 80%. C'est un appel à projet qui est porté par le pôle de compétitivité français Aerospace Valley. Pour des projets qui durent donc 6 mois, avec une première date de relève au 16 mars et une clôture définitive de l'appel à projet le 15 juin. Ensuite, appel à projet dans le domaine de la cybersécurité qui s'appelle Secure. Et ici, l'idée est de renforcer la cyber-résilience, notamment dans le cadre du Cyber Resilience Act, donc législation de la Commission européenne, et notamment d'aider les PME à se mettre en conformité avec le CRA via des projets concrets permettant d'améliorer la sécurité des produits, des services cyber. Ici, c'est un financement en subvention à 30 000 € correspondant à 50% de cofinancement. L'appel à projet est actuellement en cours et va se clore le 29 mars à venir. Et enfin, pour terminer, l'appel à projet Citadel, donc ici qui est particulier puisqu'il va être opéré par Actantis. Et je vous fournis ici des informations en avant-première puisque l'appel à projet n'est pas encore ouvert mais va ouvrir le 24 février. Donc ici, Actantis va être opérateur d'un appel à projet en cascade qui vise en fait à financer des projets de démonstration et de pilote dans le domaine de la sécurité. Donc l'idée en fait est de pouvoir financer un démonstrateur d'une solution numérique dans des conditions réelles ou quasi réelles correspondant à un cas d'usage ou à un défi du domaine de la sécurité, sécurité physique et sécurité numérique. Je vais venir un petit peu après sur les thématiques qui sont attendues. On fournira en fait un ticket de financement de 60 000 € sous format forfaitaire à 17 projets que l'on va sélectionner dans le cadre de cet appel à projet. Et chaque projet devra être porté par un consortium de 2 entités, dont au moins une PME du domaine du numérique et une seconde entité qui représente en fait le domaine applicatif de la sécurité. Les financements vont que vers les PME. Donc, si c'est un consortium de 2 PME, les 2 PME devront se partager les 60 000 €. Les 60 000 € devront représenter en fait 80% de l'enveloppe budgétaire. Donc, il y a un cofinancement de 20% qui est attendu. Donc, en termes de thématiques, il faudra que les projets soient positionnés sur la chaîne de valeur de la sécurité, donc de l'évaluation des risques jusqu'à la recovery.
et devra porter sur l'un des 3 thèmes. Donc, le premier sera la protection des infrastructures dites critiques. Le deuxième sur la résilience après une catastrophe naturelle, une catastrophe technologique. Et le troisième sur la protection de l'environnement, de l'espace urbain, notamment dans le cadre de grands rassemblements type événements, concerts, manifestations sportives, etc. Et les solutions devront porter sur l'une des 5 technologies que vous voyez ici. Donc, capteurs IoT notamment, technologie photonique optique, technologie d'IA, technologie de cybersécurité et technologie ensuite liée à la connectivité, télécommunications et plateformes cloud. Et donc, l'idée, c'est de porter en fait des projets qui démarrent avec un TRL 5.6 et de les porter jusqu'à un TRL 6.7. Donc, nous allons lancer cet appel à projet à compter du 24 février. Donc, il est actuellement en train d'être validé par la Commission européenne. Courant des mois de mars et des mois d'avril, nous allons organiser avec nos partenaires plusieurs sessions d'information précises durant 1 heure où on vous précisera de façon beaucoup plus précise que là les conditions de candidature. Et on mettra également en place des sessions de matchmaking pour trouver des partenaires si vous êtes dans cette situation-là. L'appel à projet va se clore le 5 mai. Et il est attendu que les projets puissent démarrer au mois de septembre. Donc, je vous invite vraiment à suivre de près l'actualité d'Actantis, puisqu'on va relayer de façon très régulière ce dispositif qui est porté par notre pôle de compétitivité. Voilà pour les appels à projets en cascade. Maintenant, on va passer aux appels à projets Horizon Europe de façon assez classique. Donc, pour rappel, Horizon Europe est le 9e programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et pour l'innovation. Il couvre la période 2021-2027. Donc, on arrive peu à peu vers la fin de ce programme-là. Et il a une enveloppe budgétaire globale de 95,5 milliards d'euros. Et il vise globalement à renforcer la science et la technologie en Europe, stimuler la compétitivité industrielle et soutenir en fait les priorités politiques européennes afin de répondre aux défis mondiaux, y compris les objectifs de souveraineté européenne et de développement durable. Donc, le programme est structuré en 3 grands piliers et on trouve notamment le pilier 2, recherche collaborative et grands défis sociétaux, qui comprend ce qu'on appelle des clusters, donc 6 clusters. Le cluster 1, santé, le cluster 2, culture, créativité et société. Les 2 clusters, donc sécurité civile, dont la cybersécurité, et cluster 4, numérique, industrie et espace, qui sont particulièrement pertinents pour Actantis. Ensuite, le cluster 5, climat, énergie, mobilité. Le cluster 6, alimentation, bioéconomie, environnement. Donc, on peut retrouver notamment des thématiques numériques, photoniques, optiques dans les autres clusters, pas uniquement ceux qui sont flagués numériques. Et ensuite, dans le pilier 3, on retrouve notamment le Conseil européen d'innovation, je vais y revenir un peu plus tard, et tout ce qui est écosystème d'innovation et technologique. Donc, concernant les appels à projets de ce pilier 2, Horizon Europe finance en fait ici des projets collaboratifs, la plupart du temps, qui sont généralement transdisciplinaires, transsectoriels et transnationaux, sur des durées en général de 3 à 4 ans en moyenne, avec des budgets moyens qui sont de l'ordre de 4 à 5 millions d'euros, le minimum étant souvent 2 millions d'euros. Il faut en général compter 6 à 12 mois entre l'ouverture de l'appel à projet et le démarrage contractuel. Donc, on est quand même relativement sur des temps longs avec des projets, avec des financements qui sont importants. Les appels à projets sont compétitifs avec des taux de succès européens qui sont de l'ordre de 10 à 15%, 12 en moyenne, un peu plus élevés pour la France, la France qui est un État membre européen plutôt bien placé sur les appels à projets européens. Ces appels à projets sont collaboratifs, donc il faut réunir plusieurs partenaires. Donc, le minimum pour être éligible, c'est au moins 3 partenaires de 3 pays éligibles différents, dont au moins l'un devant être dans l'un des 27 États membres de l'Union européenne. En pratique, on est quand même plutôt sur des appels à projets européens qui rassemblent 6, 7, 8, une dizaine de partenaires. Il est rare de voir des projets européens qui se limitent aux 3 partenaires indiqués comme étant le minimum. Le financement est généralement à 100%, donc pour les actions de RIA, actions de recherche et d'innovation, avec des TRL plutôt bas, sauf pour les actions d'innovation, actions dites IA, pour des TRL un peu plus élevés, qui sont à 70% pour les acteurs privés, les entreprises, et 100% pour les autres types d'entités. Donc, on y trouve ces RIA, IA et CSA, les CSA étant des actions de soutien et de coordination pour des activités d'accompagnement, de mise en réseau, etc.
Certaines conditions spécifiques peuvent s'ajouter, comme notamment le nombre de partenaires, les pays qui sont éligibles et les taux de financement. Donc, c'est vraiment important de regarder à chaque fois les conditions spécifiques de chacun de ces appels à projets. Donc, concernant les 6 clusters dont je vous ai parlé. Donc, les appels à projets du cluster 1 santé pour 2026 sont actuellement ouverts avec une date de clôture qui est fixée au 16 avril. Donc, sur chacun des liens ici, vous trouverez ici le programme de travail et ici la liste des appels qui sont actuellement ouverts. On n'aura pas le temps d'y revenir ici, sauf exception de façon exhaustive. Donc, je vous invite vraiment à consulter ces liens qui pointent directement vers le site du gouvernement français qui a une page dédiée pour Horizon Europe pour les entreprises françaises si ces sujets vous intéressent. Et je vous ai mis à chaque fois le lien vers soit les replays des sessions d'information lancées par la Commission européenne ou bien des plateformes qui vous permettent de trouver des partenaires. Donc, ce sont des plateformes ouvertes en permanence sur lesquelles vous pouvez vous inscrire et demander des sollicitations pour des gens qui auraient également identifié des intérêts pour les mêmes appels à projets que ceux qui vous intéressent. Donc, idem pour le cluster 2, culture, créativité et société inclusive. Les appels actuellement ouverts vont se terminer le 23 septembre. Donc, ensuite, un zoom un peu particulier sur le cluster numéro 3, sécurité civile pour la société. Les appels à projets cyber vont se clore le 15 septembre et les autres appels à projets sur les autres thématiques sécurité vont se clore le 5 novembre. À noter que le point de contact national du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche va lancer des sessions de pitch en ligne pour pouvoir présenter vos idées de projet et éventuellement expliciter les compétences que vous soyez à même de proposer à des partenaires potentiels. Donc, le 12 février, donc en ligne, le matin pour toutes les autres destinations et l'après-midi pour la destination cyber. Donc, vous aurez ici les liens directement pour vous y inscrire. Et également l'événement européen, donc ce qu'on appelle SMIG, Security Mission and Information and Innovation Group. Donc, c'est un événement de brokerage annuel qui a lieu au niveau européen et cette année, il est encore à nouveau hébergé par la France au Conseil régional d'Île-de-France à Saint-Ouen. Il aura lieu les 23 et 24 avril et c'est aussi un endroit où vous pouvez pitcher des idées de projet et trouver des partenaires. L'événement est toujours ouvert pour inscription. Vous avez ici le lien. J'ai décidé de vous faire un zoom un peu particulier sur les 3 appels à projets qui sont ouverts dans la thématique cybersécurité, puisqu'ils ont une composante IA qui était particulièrement intéressante. Donc, ce sont tous des appels à projets qui vont se clore le 15 septembre, avec des projets en général de 4 à 5 millions d'euros en termes de valeur. Le premier projet, le ECC 01, porte en fait sur les approches et les outils pour la sécurité dans le développement et l'évaluation des logiciels et du matériel informatique. Donc ici, l'idée est de pouvoir développer des outils et des méthodes et des processus innovants pour renforcer la sécurité des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de développement et d'évaluation des logiciels et des matériels également. Donc on est ici sur des thématiques de security by design, de vérification formelle, etc. Et donc, ce projet va financer des solutions pour des architectures matérielles plus sûres et pour la sécurisation également des chaînes logicielles. Et donc, on est sur c'est un projet de R&D de TRL assez bas. Et donc, il y aura 4 à 5 projets qui vont être financés pour un budget total de 20 millions d'euros. L'appel à projet ECC 02 porte, lui, sur le renforcement de la sécurité, de la confidentialité et de la robustesse des modèles et des systèmes d'IA. Et ici, l'objectif est de pouvoir en particulier renforcer et contrer les attaques et les manipulations de données et les autres vulnérabilités, tout en intégrant en fait les technologies et préservant la vie privée. Donc ici, en particulier, une forte attente est attendue sur des binômes entre la recherche et l'industrie. On est sur des TRL un peu plus élevés, TRL 6 à 8 en fin de projet. Et donc, il y a un budget total de 21,2 millions pour 4 à 5 projets qui seront financés. Également avec une date limite de candidature au 15 septembre. Et ensuite, le troisième sujet, le CC03, porte sur les systèmes cryptographiques avancés et l'implémentation cryptographique hautement sécurisée et à grande vitesse. Et ici, on est vraiment sur l'objectif est de renforcer la robustesse, la vérifiabilité et l'intégration industrielle de solutions cryptographiques européennes et notamment via la vérification formelle.
L'accent ici sera mis en particulier sur la participation d'industriels et de PME innovantes. On est sur un projet de type RIA de 15 millions d'euros et de 4 à 5 millions d'euros par projet. Donc ici, typiquement, si ces projets vous intéressent, vous pouvez les pitcher durant la session du 12 février après-midi pour la destination cybersécurité, et vous pouvez également participer au SMIG en présentiel pour trouver des partenaires. Ensuite, je ne parcourerai pas en détail, mais sachez que la thématique numérique de façon plus globale est également ouverte dans le cadre du cluster 4, avec des appels à projets assez nombreux qui vont se clore le 15 avril. Il y a une plateforme de matchmaking pour trouver des partenaires qui est actuellement ouverte. Dans la thématique industrie, on sera sur une deadline le 21 avril avec également une autre plateforme de matchmaking pour trouver des partenaires. La thématique ESPAR, ce sera pour le 3 septembre avec également encore une autre plateforme de matchmaking pour trouver des partenaires dans le domaine spatial. Enfin, pour la thématique 5, climat, énergie et mobilité, donc il y a des appels à projets qui se clôt en avril et en décembre sur la thématique énergie, et sur la thématique transport, c'est le 8 octobre. Et ensuite, sur la thématique 6, alimentation, bioéconomie, agriculture, environnement, les appels à projets 2026 pour l'instant sont pour la deuxième phase, mais vous pouvez néanmoins déjà préparer des appels à projets pour la session de 2027. Les thématiques sont actuellement déjà connues. Voilà pour les appels à projets cluster par cluster d'Horizon Europe. On passe maintenant à l'EIC, donc qui est le Conseil européen de l'innovation. Donc l'EIC, en fait, est un organe européen de la Commission européenne qui soutient l'émergence et la mise sur le marché d'innovations de rupture à fort impact à la fois sociétal, technologique et environnemental. Donc l'objectif de l'EIC est vraiment de renforcer la capacité d'innovation de l'Europe d'un point de vue technologique, et également sa compétitivité face à la concurrence mondiale. Et donc l'EIC adresse à la fois des chercheurs et les entreprises qui développent des projets à haut potentiel et à haut risque en proposant des solutions de financement adaptées donc pour dérisquer ces projets et les accompagner sur toute leur phase de maturation technologique. Donc, il soutient, comme je vous l'ai dit, des projets à fort potentiel, à haut risque, et qui sont radicalement innovants dans leurs produits, leurs services ou leur business model. Donc, il y a 3 instruments qui existent de façon historique. Donc, le IC Pathfinder pour les TRL bas, qui sont ouverts à tout type d'innovateurs, universités, organismes de recherche, PME, start-up, etc. Ensuite, l'EIC Transition qui relie le Pathfinder et l'accélérateur pour valoriser les résultats des projets Pathfinder. Et ensuite, sur les TRL un peu plus long, l'EIC Accélérateur pour des projets plus matures et proches du nouveau, et proches du marché. Et nouveauté cette année, en 2026, la Commission européenne vient de lancer ce qu'elle appelle les EIC Advanced Innovation Challenges, et je vais y revenir un peu plus tard. Donc, pour les appels à EIC Pathfinder, donc le Pathfinder finance en fait les premières étapes d'un projet collaboratif de recherche qui est risqué avec un haut potentiel d'innovation de rupture. Donc ici, l'objectif est vraiment d'explorer des thématiques de recherche et des domaines qui pourraient être très, très innovants, qui pourraient déboucher sur des technologies vraiment de rupture et de pointe, donc jusqu'à la preuve de concept en laboratoire. Donc ici, l'EIC Pathfinder finance des consortiums de 3 entités à minima de 3 États membres différents ou États associés à Horizon Europe. Et ils doivent présenter en fait une vision très convaincante et à long terme d'une technologie radicalement nouvelle, capable de transformer l'économie et la société avec une méthodologie à haut risque, mais également à haut gain, tout en étant potentiellement très concrète et atteignable. Donc, à terme, le projet doit pouvoir préparer le développement d'un produit, d'un service ou bien d'un procédé pouvant générer une preuve de concept. Donc, les TRL vont de 1 à 2 jusqu'à 4 en fin de projet. La subvention va jusqu'à 4 millions d'euros et couvre 100% des coûts jusqu'au stade précédant la commercialisation. Il existe à la fois des appels à projets donc open, donc tout thème. Donc, c'est à vous de proposer un thème pertinent ici pour les TRL 1 à 3 et également des challenges donc qui sont au nombre de 3 cette année pour les TRL de 2 à 4. Donc, un challenge sur les thèmes des matériaux avancés dans le domaine de la récupération énergétique, un autre challenge dans le domaine des biotechnologies pour le vieillissement en bonne santé et le 3e sujet qui porte sur l'IA, donc raisonnement approfondi, abstraction et planification pour des systèmes d'IA cognitive dignes de confiance. Donc, pour la thématique Open, la deadline est fixée au 12 mai et pour les thématiques Challenge, les 3 challenges en question, la deadline est fixée au 28 octobre.
Ensuite, on trouve les appels à projets EXC accélérateurs, donc qui interviennent entre les derniers stades de la recherche et l'entrée sur le marché. L'idée d'accélérateur est vraiment de soutenir les startups et les PME les plus prometteuses pour déployer des innovations radicales et de rupture jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment attractives pour des investissements privés. Donc, le dispositif cible des entreprises deep tech, souvent issues de la recherche académique ou bien de la recherche privée, avec des projets extrêmement risqués mais stratégiques qui présentent des incertitudes techniques importantes, mais un potentiel très important pour devenir des scale-up, voire les futures licornes de demain. Donc, il adresse les PME ou les ETI de moins de 500 salariés dans tout domaine scientifique et technologique. Et ce sont en général des projets qui sont trop risqués pour que des investisseurs privés puissent les financer seuls et qui nécessitent donc un financement important sur une période longue. Donc, le IC Accélérateur offre à la fois donc des financements en subvention sous la forme donc de subventions pour les TRL jusqu'à 8 à 70%, jusqu'à 2,5 millions d'euros, et également un financement par prise de capital. Donc le IC investit au sein des entreprises avec une prise de capital qui peut aller jusqu'à 10 millions d'euros en étant un actionnaire minoritaire mais important au sein de l'entreprise. Donc, la sélection est extrêmement sélective et drastique. Elle s'effectue sous 3 étapes. Donc, tout d'abord, le dépôt ce qu'on appelle d'un pré-filtre, la short proposal simplifiée, qui est évaluée au fil de l'eau sous environ 4 à 6 semaines par le IC. Si vous avez un go, vous êtes ensuite autorisé à déposer ce qu'on appelle la full proposal, la proposition détaillée. Qui est vraiment un dossier très complet à déposer. Et si vous franchissez cette étape-là, vous êtes ensuite invité à une interview devant un jury en présentiel. Donc, l'étape de la short proposal se fait au fil de l'eau, le premier mardi de chaque mois. Et ensuite, l'étape des full proposal, il y a 6 dates de relève que vous voyez ici, environ 1 mois sur 2. À noter qu'en cas d'échec, à n'importe quelle étape du processus, vous ne pouvez pas recandidater ensuite. Donc, il est vraiment important de bien cibler au moment où vous voulez candidater. Vous avez un appel qui est ouvert, open, donc sur toute thématique, mais également des appels challenge avec 5 challenges que vous pouvez voir ici. À noter que la région Sud, donc pour les entreprises qui sont basées en région Sud provençale Côte d'Azur, la région Sud propose un accompagnement dédié, ce qu'on appelle le dispositif AFE-PME, pour le montage de dossier avec la prise en charge de l'intervention d'un consultant spécialisé pour la préparation de la candidature. Donc, vous n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes dans cette situation-là. Ensuite, on trouve ce dont je vous ai parlé, ce nouveau dispositif, donc l'appel EIC Advanced Innovation Challenge, donc qui vise à soutenir des projets d'innovation et de rupture répondant à des défis technologiques et sociétaux ciblés en 2 étapes successives. Donc, l'étape 1 vise à financer jusqu'à 300 000 euros sous la forme d'une subvention forfaitaire, un projet individuel pour une étude de faisabilité pour une durée de 9 mois, donc permettant de valider la viabilité technologique, scientifique et économique de la solution. Donc, la date limite de candidature ici a été fixée au 26 février, donc dans quelques semaines. Et ensuite, si cette étape 1 est successful, et vous pouvez candidater à l'étape 2 pour le développement, pour le financement du développement et la preuve en environnement réel. Donc ici, c'est une candidature en consortium pour l'étape 2, alors qu'elle est en individuel sur l'étape 1. Et ici, le consortium, entre 2 et 5 partenaires, peut bénéficier d'une subvention jusqu'à 2,5 millions d'euros pour 2 ans et demi pour concrétiser et tester les solutions à grande échelle. Donc, l'appel de la phase 2 met en accent fort en fait, sur l'implication des usagers finaux et porte en fait sur 2 défis prioritaires. Le premier, l'accélération de l'IA physique, donc vers une robotique nouvelle génération incarnée et alimentée par l'IA. Et le deuxième porte en fait sur la biotechnologie et les méthodologies disruptives, ce qu'on appelle NAM, pour des applications concrètes et pratiques. Donc, l'appel à projet, comme je vous l'ai dit, se clôt le 26 février. Voilà pour les appels Horizon Europe et EIC. On passe maintenant au Fonds européen de la défense. Donc, comme vous le savez, le FED, en français, EDF en anglais, le European Defence Funds, est un fonds qui est piloté par la Commission européenne et qui est le principal instrument de financement de la R&D dans le domaine de la défense au niveau européen.
Donc, son objectif ici est de soutenir des projets structurants qui répondent en fait aux besoins opérationnels des forces armées européennes, tout en développant les capacités européennes autonomes, compétitives et innovantes. Donc, le FED dispose en tout d'un budget global de 8 milliards d'euros sur la période 2021-2027. Et pour l'année 2026, il est d'environ 1 milliard d'euros. Donc, ici, le FED finance en fait des projets de R&D à application militaire avec des subventions qui vont de l'ordre de 20 à 100% des coéligibles selon le type d'activité et les bonus qui peuvent inclure en fait des incitations, notamment pour les PME, la coopération transfrontalière et les projets qui impliquent des entités technologiques européennes. Donc, le FED finance exclusivement des applications, des projets de R&D à application militaire qui couvrent 16 grandes thématiques que vous pouvez voir ici, dont la cybersécurité, l'espace, la transformation numérique, la défense aérienne, la défense navale, terrestre et sous-marine, la protection NRBC, les matériaux, les composants, l'énergie, la résilience et également les technologies de rupture et les solutions de simulation et d'entraînement. Donc, les activités de recherche incluent des activités de développement de connaissances, d'intégration de technologies, des études de faisabilité. Et les activités couvrent en fait le design, par exemple, le prototypage, les tests et la certification, mais pas la production industrielle. Les projets sont toujours collaboratifs et doivent impliquer au moins 3 entités publiques ou privées indépendantes situées dans 3 États membres. Et donc, soit sur des appels PME, soit sur des appels portés par des grands donneurs d'ordre du domaine de la défense au niveau européen. Les projets sont relativement longs, durent en général 48 mois. Et il est nécessaire en fait de démontrer qu'au moins 2 États membres du consortium ont l'intention de se procurer la technologie développée et que des exigences communes entre ces États membres ont été définies. Donc, pour les entreprises françaises qui souhaitent candidater à des appels du FED, il est important de se manifester auprès de la DGA, notamment pour les PME, via le formulaire qui est indiqué ici, avec une date de limite de dépôt des intentions auprès de la DGA pour le 29 mai, sachant que l'appel à projet du FED lui-même va se terminer le 29 septembre. À noter que la Commission européenne va lancer ses Infodays pour le FED les 10 et 11 mars prochains, à la fois à Bruxelles en présentiel et en ligne. Je crois que les inscriptions sont déjà closes en présentiel, mais c'est tout à fait toujours accessible en ligne via le lien que vous trouverez ici même sur ces slides. Voilà. Ensuite, passons aux appels à projets Eureka Eurostar. Donc, le programme Eureka Eurostar, en fait, soutient les PME innovantes impliquées dans des projets collaboratifs européens qui ciblent des PME qui réalisent de forts investissements en R&D. On est vraiment sur une approche qu'on appelle bottom-up. Ça veut dire que les appels Eureka Eurostar s'appliquent à tous les domaines technologiques, tous les produits, procédés et services qui peuvent être concernés à condition d'être clairement orientés marché. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de financer des partenaires français qui sont engagés dans une démarche collaborative transnationaux avec des phases de développement et une visée de développement marché, disons, sous un calendrier de 2 ans après la fin du projet. Les PME, les porteurs doivent être les PME du projet et il faut qu'il y ait au moins une autre entité d'un autre pays. Il est tout à fait possible d'avoir des consortiums avec uniquement 2 partenaires. C'est très fréquent dans les PME, dans les appels à projets Eureka Eurostar. Cependant, il faut qu'une PME soit porteuse du projet. La particularité d'Eureka Eurostar, c'est que Eureka vous donne un label Eureka Eurostar et ensuite, le financement ne vient pas de l'Europe, mais vient de chaque État membre présent dans le consortium. Donc, pour une entité française présente dans le projet, ça sera financé par BPI France et les conditions de financement sont propres à chaque État membre. Donc, pour la France, le BPI France finance jusqu'à 40% du projet. Pour les ETI de moins de 2000 salariés, ce sera 30%. Et pour les laboratoires français, ce sera 40% dans la limite de 120 000 € si le consortium implique une PME française. Donc, il est intéressant de se manifester en amont auprès de BPI France pour vérifier les conditions d'éligibilité du financement selon vos conditions propres. Également, de se rapprocher de votre partenaire européen pour vérifier quelles sont les conditions propres de financement dans son pays. L'appel à projet est actuellement ouvert et va se clore donc le 19 mars.
Et ensuite, pour terminer, un petit zoom particulier sur les appels à projets qu'on appelle Interreg. Donc, en fait, les programmes Interreg font partie des instruments de financement de l'Union européenne destinés à soutenir la coopération entre les régions européennes par le financement de projets. Donc, l'idée ici est de pouvoir relever collaborativement des défis communs propres à un territoire, en général transfrontalier, et de trouver des solutions communes partagées sur un territoire donné dans des domaines tels que la recherche, l'innovation, la santé, l'environnement, l'éducation, les transports, etc. Donc, en général, les projets sont d'une durée de 2 à 5 ans et associent des partenaires différents sur un territoire donné, avec des financements qui vont de 50 à 80% des coûts éligibles pour des budgets qui vont de 3 à 5 millions d'euros. Donc, il existe des coopérations, ce qu'on appelle transfrontalières, transnationales ou bien interrégionales. Et donc là, je vais vous parler en particulier de l'Interreg Alcotra, qui porte en fait sur le territoire transalpin entre la France et l'Italie. Donc, Interreg Alcotra, c'est un programme européen de coopération transfrontalière sur le territoire que vous voyez ici, qui a pour objet en fait de soutenir des projets concrets pour le développement de ce territoire et créer des synergies entre les acteurs français et les acteurs italiens. Donc, côté italien, ça couvre spécifiquement la vallée autonome du Val d'Aoste et les provinces de Turin, Cuneo, Imperia. Et côté français, donc Savoie, Haute-Savoie, et sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est exclusivement Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence et Alpes-Maritimes. Donc, les projets Interreg Alcotra couvrent différentes thématiques, notamment numérisation et spécialisation intelligente, déploiement des énergies renouvelables, prévention des risques, préservation de la biodiversité, mobilité ouverte et mobilité urbaine, et gouvernance. Et les taux de financement FEDER sont de 80% pour les entités françaises et italiennes. Et les Italiens ont également un abondement national, donc eux sont financés jusqu'à 100%. Et un appel à projet est actuellement en cours, c'est ce qu'on appelle le volet 2 du quatrième appel à projet, et il va se clore le 29 mai. Nous sommes nous-mêmes associés à plusieurs clusters italiens, donc c'est en recherche de partenaires italiens. N'hésitez pas également à nous solliciter par rapport à cet appel à projet-là. De façon générale, pour tous les appels à projets que je vous ai montrés là, nous avons une offre d'accompagnement permanente qui est disponible au sein du pôle de compétitivité pour nos membres sur toutes les phases de préparation et de dépôt d'une proposition de projet. Donc, cette offre d'accompagnement complète vous aide en fait à identifier les appels à projets les plus adaptés à votre problématique, à structurer et à monter vos dossiers, à rechercher des partenaires ou rejoindre un consortium et à optimiser le contenu et la forme de votre candidature. On ne rédige pas les dossiers pour vous, mais on est capable de vous recommander des experts si vous avez besoin d'un soutien à la rédaction. Et on peut vous fournir des lettres de soutien si c'est nécessaire et effectuer des relectures argumentées et des recommandations sur vos dossiers de candidature. Par rapport à la recherche de partenaires, on est également capable d'activer tout le réseau que l'on a au sein d'Actantis. Donc, on est associé à un certain nombre de clusters et de pôles de compétitivité dans de nombreux pays européens, que ce soit des clusters sur des thématiques proches des nôtres ou à l'inverse sur des verticales métiers. On est partenaire nous-mêmes d'associations de pôles et de clusters par lesquels on peut éventuellement vous accompagner pour vos recherches de partenaires. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes dans cette situation-là. Voilà, je crois que je suis à peu près dans les temps. J'en ai fini. Vous avez mes coordonnées ici si vous voulez me solliciter. Et je suis à vos dispositions pour répondre à toutes vos questions, qu'elles aient été soulevées maintenant pendant ce webinaire ou bien un peu plus tard. Voilà. Je te repasse la main, Nadira, éventuellement s'il y a des questions. Oui, merci beaucoup, Marielle. J'ai une question pour l'instant, pour la partie donc, projet européen. Si un partenaire transnational est obligatoire, est-ce que Actantis aide à le trouver ou le chercher ? Oui, tout à fait. C'est ce que je vous ai indiqué. Donc, ça va dépendre du type d'appel à projet que vous cherchez, mais on peut vous aider via les réseaux de partenaires en question dont je vous ai parlé précédemment. On peut également vous flécher vers tous les outils qui existent au niveau européen pour vous aider à trouver un partenaire en vous accompagnant, en pitchant dans des événements. Vous pouvez trouver des partenaires. Donc, suivant l'appel à projet que vous cherchez, n'hésitez pas à venir vers nous. Pour nos adhérents, on peut vous flécher vers ce type de dispositif et vous aider. C'est tout à fait possible. Merci beaucoup, Marielle. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions concernant les dispositifs présentés par Marielle sur les projets européens. Nous ferons suivre vos questions donc à Marielle qui ne manquera pas de vous répondre. Je passe désormais la main à Anselme Bonnet et Solène Després donc de F Initiative.
qui vont nous présenter, donc, qui vont nous parler de la loi de finances donc 2026 qui a été votée hier, comme vous le savez. Je vous laisse vous présenter mutuellement. Oui, merci Nadira, merci Marielle d'avoir tenu le timing. Et bonjour à tous. Effectivement, avant de commencer, moi je voulais remercier Actantis pour son accueil, puisque finalement nous sommes assez nouveaux dans le pôle, hein. On est fraîchement arrivés en fin d'année dernière. Donc merci à vous de nous donner l'opportunité de nous présenter, même si moi personnellement j'ai eu l'occasion de rencontrer certains des adhérents au MUSEM à Marseille, puisqu'on a fêté justement les 20 ans d'Actantis le 9 décembre dernier. Donc voilà, c'était non seulement une belle opportunité de rencontrer les adhérents, mais aussi d'intégrer le pôle par ce biais. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de vous parler du plan de loi de finances 2026, donc sur le financement d'innovation, et de vous donner un maximum d'éléments et de clés de lecture pour bien le comprendre. Parce que je pense que vous le savez, hein, mais c'est pas forcément évident de naviguer dans ces méandres-là. On a une actualité politique qui est dense, riche en rebondissements aussi, et ça fait voilà, quelques temps maintenant que c'est comme ça. Donc sans plus attendre, je vais vous partager mon écran, et on va se présenter. Hop. Voilà, parfait. Donc, pour ma part, donc Anselme Bonnet, je suis responsable du département qui gère l'ensemble de notre portefeuille client IT chez F Initiative. Je suis dans l'entreprise depuis 12 ans et je suis basé à Lyon. Et j'ai également une partie de mon équipe à Toulouse et à Sofia, d'où l'intérêt aussi pour nous d'être dans le pôle Actantis. Et je suis accompagné de Solène Després-Brown, qui est notre directrice des affaires juridiques et fiscales et ainsi que notre DPO. Voilà, Solène, c'est plus de 10 ans qu'elle est dans l'entreprise et elle nous parlera du fameux PLF. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait simplement dire quelques mots sur l'entreprise en 2-3 slides, puisque voilà, c'est l'opportunité aussi qui nous est offerte. Donc, aujourd'hui, F Initiative a été créée en 1991, donc ça fait 35 ans qu'on existe. On est aujourd'hui 210 employés, dont la majorité des consultants. On est ISO 9001, bien évidemment, et ISO 27001 sur la confidentialité des données qu'on gère pour nos clients, donc avec des droits d'accès différenciés et des données sauvegardées sur nos serveurs. Et on est aussi ISO 42001. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette norme ou cette certification qui permet de démontrer qu'on utilise l'IA de manière responsable grâce à un cadre structuré qui va traiter des enjeux d'éthique, de biais, de sécurité ou encore de gouvernance. Donc voilà, une utilisation responsable de ces outils assez nouveaux dans le domaine. On est bien évidemment adhérent de l'ACI, donc l'Association des conseils en innovation. On a été un des premiers cabinets référencés ou sociétés de conseil référencés par la médiation des entreprises en 2016. On est aussi engagé RSE avec ce label AFNOR, donc qui est équivalent pour ceux qui connaissent au label EcoVadis. Et puis, voilà, on est présent dans toutes les villes de France où on a, pour être au plus proche de nos clients. Donc, j'ai cité Sofia, Toulouse, on est aussi à Bordeaux, à Lyon, à Paris, à Strasbourg, à Lille et à Nantes. Donc, on est historiquement un pure player sur le crédit d'impôt recherche, donc voilà, avec plus de 35 ans d'expérience, et nos 20 clients les plus importants travaillent avec nous depuis plus de 12 ans en moyenne. Et les consultants qui travaillent chez nous ont en moyenne 10 ans d'expérience dans la fiscalité de l'innovation et sont aussi formés à cette approche multidispositif pour détecter les opportunités qui peuvent exister chez nos clients en matière d'aide et subventions. On a aussi un réseau de partenariats assez étoffé, notamment aussi celui des Décideurs Magazine, hein, qui nous classe comme étant un cabinet de conseil incontournable aujourd'hui sur le marché. On est participant et adhérent de l'association des conseillers d'innovation, mais aussi on a un partenariat fort avec Regimbault, qui est le leader français en matière de propriété intellectuelle. Donc voilà, comme on accompagne le développement de projets innovants et avec un TRL parfois assez bas, des TRL aussi un peu plus hauts, on aide aussi nos clients à déposer des brevets. Et on est aussi partenaire de Neftis qui permet de préfinancer
le crédit d'impôt recherche notamment. Et après, on a des partenariats avec des acteurs des différents secteurs, puisqu'on s'est sectorisé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc effectivement, moi je gère la partie donc informatique, donc tous les clients IT sont chez moi. Et effectivement, on est partenaire aussi d'Image et Réseau, qui est le pendant finalement d'Actantis en région Grand Ouest. Et puis sur le sujet des services financiers, on est partenaire de Finance Innovation, et puis aussi plus largement de France Digital, donc dans le domaine de l'informatique. Et puis après, on a parlé aussi donc d'Aerospace Valley, donc on est aussi partenaire d'Aerospace Valley, donc sur le secteur qui regroupe la mobilité et l'industrie. On a aussi différents partenariats, y compris la PFA, qui est un partenaire aussi très important pour la filière automobile pour nous. Dans le domaine des santé agrosciences, on est partenaire notamment d'Eurobiomed. Et puis, on a aussi un département transverse à l'ensemble des différents secteurs dans lesquels on opère, donc celui de la transition écologique, avec des partenaires aussi très forts pour adresser ces sujets de décarbonation. Et on a un réseau aussi d'experts complémentaires. C'est important parce qu'on ne peut pas maîtriser tout en tant que cabinet de conseil. Donc, on a aussi des partenaires avocats, que ce soit sur l'API, que ce soit sur la fiscalité de l'innovation, ou que ce soit effectivement via le fait d'Alloz, un partenaire donc éditeur qui nous a qui nous a justement publié les 2 livres qui sont ici, notamment le livre sur la fiscalité de l'innovation et crédit d'impôt recherche assimilé. En fait, c'est un livre qui a été sorti en 2025, donc l'année dernière, et qui est un concentré de notre expertise sur la fiscalité de l'innovation. Il a été rédigé par donc Solène et ses équipes, qui permet justement de fournir un état des lieux clair et complet du mécanisme du CIR. Donc c'est un livre de référence publié donc aux éditions Lefebvre d'Alloz. Et avant ce livre, nous avions publié un livre blanc qui retraçait finalement l'histoire du crédit d'impôt recherche, puisqu'il était créé en 1983. Donc 40 ans en 2023. Donc à l'occasion de ces 40 ans, on a sorti un livre blanc qui a d'ailleurs été préfacé par Philippe Allion, qui est le prix Nobel d'économie 2025, et qui notamment expliquait l'importance de garder des taux de financement élevés en France pour l'innovation par rapport à ce qui peut se passer aujourd'hui dans le monde, tant d'un point de vue géopolitique que de compétitivité. Voilà, donc je ne sais pas si Solène, tu veux ajouter quelques éléments clés sur ces 2 ouvrages auxquels tu as fortement contribué, avant de passer justement au PLF et aux différentes actualités. Non, écoute, vu l'heure, je pense qu'on va aller directement sur la loi de finances qui, je pense, intéressera nos auditeurs. Et bonjour à tous. Alors, pour commencer, une petite slide très rapide sur le projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Donc, vous le savez, lui a été adopté avant le 31/12, contrairement à la loi de finances qui a été adoptée seulement hier, comme le disait Nadira. Et bonne nouvelle par rapport au JEI, là où chaque année, il y avait des discussions pour venir modifier et réduire le périmètre du JEI, puisque déjà en 2024, avec la loi de finances pour 2024, il y avait une suppression des avantages fiscaux qui étaient attachés au statut de JEI. Et en 2025, la loi de financement de la sécurité sociale avait également augmenté le montant des charges de dépenses de R&D, puisqu'elles doivent maintenant atteindre 20% pour les JEI classiques. Cette année, en dépit d'un certain nombre d'amendements, que ce soit en faveur des JEI ou en défaveur des JEI, au final, sur le projet final, pas de modification sur le JEI, ce qui signifie qu'on est toujours sur un taux de 20%, même si, encore une fois, il y avait des amendements qui avaient été déposés pour venir modifier le dispositif. Donc, je ne vais vraiment pas m'attarder sur celui-ci, puisqu'il y a encore une fois, pas de modification à noter sur la loi de financement sur la sécurité sociale. Et ouais, merci Anselme, on va effectivement se concentrer sur la loi de finances pour 2026. Alors là, vous avez une slide qui est à la fois synthétique et assez dense. Certes, la loi de finances a été votée hier suite au 49.3. En revanche, il reste encore 2 étapes pour que ce soit complètement définitif. La première, c'est la validation du texte par le Conseil constitutionnel. Et la deuxième, c'est la promulgation de la loi par le président de la République. On a eu, comme l'année dernière, énormément
de modifications en lien avec le CIR qui ont été proposées. Alors, alerte spoiler pour ceux qui doivent absolument partir ou qui ont déjà, qui ne peuvent pas attendre pour aller manger, aucune modification sur le CIR, ni positive ni négative. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est très important de comprendre tout ce qui s'est passé lors de ce projet de loi de finances pour comprendre notamment qu'est-ce qui va potentiellement se passer pour l'année prochaine. Dans la manière dont on fonctionne avec F Initiative, c'est-à-dire que non seulement, bien sûr, on fait une veille, donc en allant voir les jurisprudences, en allant voir les évolutions de loi, mais on fait aussi une veille beaucoup plus active, c'est-à-dire qu'on est régulièrement en rendez-vous avec les parlementaires ou bien directement à Bercy pour justement échanger, essayer de savoir finalement à quelle sauce on va être mangé, parce que vous l'avez compris, en cette période d'instabilité, on a plus que jamais besoin d'indices pour s'y retrouver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cet été qui venait justement annoncer ce qui allait se passer avec le projet de loi de finances? On a eu un certain nombre de rapports qui sont sortis. Le premier étant un rapport de l'Assemblée nationale qui souhaitait, au sein de ce rapport, apporter plus de simplification dans les démarches pour obtenir le CIR. Donc ça, c'est extrêmement positif, même si ça reste un vieux pieu. On l'a vu avec le projet de loi de simplification entre ce qui a été souhaité à l'époque et la copie finale, au final, concernant le CIR, il n'y a quand même pas grand-chose, puisqu'on avait juste une modification. Et le deuxième point, c'était plus de conditionnalité. Et là, on était sur des contreparties en termes de localisation de production, de création de maintien d'emploi et d'achat d'équipements qui seraient produits en France. Donc là, on est au tout début de l'été, parce qu'on est le 1er juillet. Peu de temps après, 15 jours après, on a un rapport cette fois-ci du Sénat qui va apparaître. Et là, pareil, on retrouve le même combat, à savoir comment introduire plus de conditionnalité, même si ça concerne surtout les grandes entreprises. Donc, je ne vais pas m'étendre par rapport au profil de personnes qui assistent à ce webinaire aujourd'hui. Et on retient de ce rapport l'absence de définition d'aide publique, ce qui est quand même problématique, puisqu'en fait, aujourd'hui, en droit interne, on n'a pas de définition juridique transversale des aides publiques aux entreprises, ni de leur périmètre d'un point de vue économique, ni de tableau récapitulatif de toutes les aides versées. Et forcément, puisqu'on est dans un contexte de déficit public exceptionnel, c'est forcément problématique, puisque aujourd'hui, le crédit d'impôt recherche coûte 8 milliards à l'État et donc est régulièrement considéré comme la première niche fiscale de France. Depuis, on a Clément Beaune, qui est haut commissaire à la stratégie au plan, qui a été mandaté par le Premier ministre. L'objectif assumé de cette mission, c'est quoi? C'est justement essayer de cartographier les aides publiques aux entreprises. Le Sénat, au sein de ce report, il va proposer pareil un certain nombre de propositions, donc notamment transmettre au CE de manière transparente les crédits d'impôt qui sont accordés à l'entreprise, mais également, concernant le CIR, engager une réflexion portée sur la réduction du plafond de sous-traitance au CIR et du taux applicable, en excluant également certains dispositifs de certains secteurs d'activité. Un troisième rapport, juste avant les débats, un rapport du CPO, donc le Conseil des prélèvements obligatoires, qui est rattaché à la Cour des comptes. Et là, énorme point de vigilance. Parce que si vous prenez la loi de finances 2025, la loi de finances 2025, elle était venue modifier le CIR à 5 égards. Une qui venait définir ce qu'était la subvention, donc là c'était un amendement du gouvernement, mais 4 modifications qui, elles, sont issues d'un rapport du CPO qui date d'il y a de plus de 4 ans et qui a été repris par Jean-François Husson, le sénateur, de manière, exactement ce qui était proposé au sein du rapport du CPO, à savoir la suppression des frais de brevet, la suppression des veilles technologiques, la suppression de statut de jeune docteur et la baisse des frais de fonctionnement de 43 à 40%. Et c'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer ce préambule, puisque vous connaissez déjà la conclusion, à savoir qu'il n'y a pas eu de modification au sein de la loi de finances 2026 par rapport au CIR. En revanche, il faut d'ores et déjà se questionner sur qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Au sein du rapport du CPO, donc, on a finalement le CPO qui va pointer du doigt le fait que le CIR est un dispositif dont l'efficacité reste modérée. Même s'il appelle de ses voeux une certaine stabilité fiscale, il propose un certain nombre de pistes de réforme. Et au sein de son annexe, il y a notamment l'inspection générale des finances publiques qui évoque plusieurs pistes de réforme. Il est évoqué le verdissement du CIR. On verra d'ailleurs que ça a été retrouvé dans un certain nombre d'amendements. Et là, pour le coup, les rapporteurs pointent la complexité d'une telle réforme.
On a eu également des propositions d'industrialisation du CIR. Donc là, c'est pareil. On a quand même des amendements qui sont venus dire que si jamais, en termes de production, et je ne parle pas de centre de R&D, il y avait une délocalisation de la production dans les 3 ans suivant le CIR, il y a un certain nombre d'amendements qui venaient dire qu'il fallait rembourser et interdire l'accès au CIR pendant 3 ans. On a eu également une proposition au sein du rapport de numériser le CIR, c'est-à-dire limiter le CIR, non pas aux PME, comme parfois on peut l'entendre, mais au secteur d'industrie et de services numériques. Et là, pareil, on a eu un certain nombre d'amendements pour que justement on ait tout ce qui est industrie du numérique soit favorisé, avec notamment la prise en compte des calculs des CPU, des GPU dans l'assiette du CIR, qui aujourd'hui n'est pas prévue. Et enfin, une dernière proposition sur une réforme paramétrique du CIR qui permettrait de financer une espèce de subvention dite industrie du futur, sans vraiment détailler de quoi il s'agit. Au final, si on reprend la frise que vous avez sous les yeux, on se rend compte que le 14 octobre, on a le dépôt du budget par le gouvernement. Et là, ce qu'il faut savoir, et ce qui est complètement assumé par Bercy, et ce qui est dans la lignée de ce que le président de la République a toujours défendu depuis qu'il a été élu, c'est qu'effectivement, on ne doit pas toucher au CIR. Sauf qu'on ne doit pas toucher au CIR, ça fonctionne quand on a le président de la République et la majorité à l'Assemblée nationale. Or, vous savez tout à fait que depuis la dissolution, ce n'est plus le cas. Ce qui explique pourquoi le CIR a été modifié lors de la loi de finances 2025, mais également pourquoi il a été mis en danger lors de la loi de finances 2026. Et effectivement, s'il n'y avait pas eu d'utilisation de l'article 49.3 par le Premier ministre, le CIR aurait probablement été modifié. On a retrouvé un certain nombre d'amendements, que ce soit à l'Assemblée nationale et avec un écho au Sénat, des amendements qui parfois ont été adoptés, même si encore une fois, on ne les retrouve pas dans la copie finale, mais qui ont été adoptés et qui avaient tendance soit à vouloir augmenter l'assiette du CIR, et là de manière plutôt positive, notamment pour réintégrer le statut des jeunes docteurs, ou encore pour réintégrer les frais de brevet, puisqu'effectivement, que ce soit sur les jeunes docteurs ou les frais de brevet, il y a une vraie mobilisation sur les jeunes docteurs avec le collectif JDCIR, dont d'ailleurs nous sommes membres, mais également avec la CNCPI sur la partie frais de brevet, pour démontrer en fait que là, on allait chercher une coupe budgétaire, une économie court terme, sans penser à toutes les conséquences qu'il y avait derrière, et conséquences qui sont naturellement extrêmement problématiques. Ça, c'était dans ce qu'il avait de plutôt positif par rapport à la loi de finances 2025. Au final, quand bien même certains amendements avaient été encore une fois adoptés à l'Assemblée nationale, du fait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait eu un rejet du texte, au final, on s'est retrouvé devant le Sénat. Devant le Sénat, rebelote. On retrouve un certain nombre d'amendements pour justement venir numériser le CIR, un certain nombre d'amendements également en lien avec la RSE, que ce soit pour venir verdir le CIR, que ce soit pour conditionner le CIR au respect de principes de non-discrimination ou alors encore de l'index égalité professionnelle, mais également des amendements pour venir le conditionner sur le fait de s'assurer que l'emploi et à la fois, encore une fois, les centres de R&D, mais également la partie industrielle, donc qui est la suite logique du CIR, en tout cas quand un projet arrive à son terme avec une conclusion positive, reste en France. Et là, en revanche, au niveau du Sénat, il n'y a pas eu finalement de modification qui avait été actée au niveau du CIR. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui souhaitaient qu'on vienne augmenter l'assiette du CIR sur certaines parties, sur certaines postes de dépenses, ont entendu tous ceux qui, de l'autre côté, proposaient de réduire l'assiette du CIR, que ce soit pour le recentraliser sur les PME, que ce soit pour supprimer l'assiette, le taux de 5%. Et donc, en fait, in fine, le Sénat a dit on ne touche pas au CIR, on le laisse tel qu'il est, en tout cas pour cette année. Et ce qui est extrêmement intéressant, en fait, lorsqu'on prend la peine justement de regarder tous ces amendements qui, encore une fois, ont trouvé leurs échos et à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est qu'on se rend compte exactement tout ce que je vous ai expliqué en préambule est repris dans les différentes propositions d'amendements, à savoir conditionner le CIR, plafonner le CIR, mais également une volonté donc, de réintroduire le GUI et les jeunes docteurs non obtenus, mais également lorsque on souhaite ouvrir l'assiette du CIR, notamment, encore une fois, sur tout ce qui est GPU et CPU. Dans ce cas-là, effectivement, ça n'a pas été retenu.
Donc, dans la copie finale, on a bien un C3IV et un SICO qui sont prolongés. Pas de modification, encore une fois, sur le crédit d'impôt recherche et sur le crédit d'impôt innovation. Dieu sait que les deux dispositifs avaient déjà souffert suffisamment l'année dernière. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que ce triple fiasco, tel qu'il a été qualifié par le rapporteur général Jean-François Husson lorsqu'il s'exprime sur le budget, il faut savoir que d'ores et déjà, Bercy est en train de commencer à préparer le futur budget. Or, on l'a vu, en 2025, on a eu un budget qui a été promulgué le 14 février, contraignant les entreprises à encore plus d'usines à gaz, puisqu'on doit, au niveau du CERFA, lorsqu'on déclare des dépenses de CIR, prendre en compte un prorata jusqu'à la date de promulgation, puis ensuite appliquer la loi de finances 2025 pour la suite. Ça va être la même chose pour cette année, bien évidemment pas pour le CIR, puisqu'il n'est pas concerné, mais pour d'autres postes de dépenses. Et ce qu'on sait d'ores et déjà sur l'année prochaine, en tout cas, c'est ce que craignent un certain nombre de sénateurs, et notamment ceux qui travaillent sur le budget, Christine Lavarde, qui va probablement remplacer Jean-François Husson sur le budget. Ils nous disent que l'année prochaine, on risque de se retrouver à nouveau dans les mêmes circonstances, compte tenu des présidentielles, avec finalement deux handicaps. Le premier, le fait que, compte tenu du fait que le budget qui a été voté, il va falloir faire un effort de réduction du déficit 2 fois plus important qu'en 2026. Mais compte tenu des élections présidentielles, il est fort à parier qu'on aura un budget qui va juste permettre, comme ça a été le cas, mais sachant que ça coûte, de renouveler ce qui a été fait sur l'année 2026 sur 2027 jusqu'à ce qu'on ait des présidentielles. Et donc là, une nouvelle assemblée, une nouvelle majorité, en tout cas on l'espère, parce qu'il y a un moment, il faut bien gouverner le pays. Voilà, il reste 5 minutes pour répondre à vos éventuelles questions. En tout cas, si je dois synthétiser, projet de loi de finances sur la sécurité sociale voté avant le 31/12, pas de modification. Et en revanche, sur le projet de loi de finances pour 2026, adopté hier, en attente de sa promulgation, pas de modification sur le CIR, pas de modification sur le C2I, et en revanche, une modification en lien avec les JEI, avec, et c'est Paul Midi qui en est bien sûr à l'origine, suite au rapport qu'il avait sorti sur le sujet, la création d'une nouvelle catégorie de JEI pour les entreprises qui sont engagées dans l'économie sociale et solidaire, et ou bien l'innovation sociale, avec un seuil minimum de R&D de 5%, alors que je vous le rappelle, il est de 20% pour les autres JEI. Voilà. Merci beaucoup Solène. Merci Anselme également. Si tu veux rajouter quelque chose peut-être, Anselme? Non, c'est très bien. D'accord. Merci pour cet éclairage sur un sujet qui n'est pas toujours simple à bien appréhender. Tout à fait. En tout cas, je ne vois pas de questions, donc je pense que c'était très clair et très complet, effectivement. N'hésitez pas à revenir vers Solène et Anselme si besoin. Vous aurez les coordonnées, leurs coordonnées respectives dans les slides qui vous seront communiquées. Donc, comme je l'ai dit en début de webinaire, pardon. Dans l'après-midi, donc vous recevrez l'ensemble des présentations des intervenants. La présentation également, le replay sera disponible sur nos sites web d'ici quelques jours. Je vous invite à répondre à un petit questionnaire en ligne qui devrait s'afficher d'ici quelques petites secondes. Il est très rapide pour y répondre et il nous aidera énormément. Merci encore à l'ensemble des intervenants et à très bientôt. Bon après-midi. Au revoir.